À table, devant ses amis, ma fille m'a murmuré « Papa, tu es mon angoisse. Il faut que tu sois parti demain. » Je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas pleuré, je suis simplement monté, j'ai mis 2 tenues de rechange dans un sac de course et je suis parti. À 23 heures, à 79 ans, sans domicile. Elle pensait m'avoir détruit, mais elle ne savait pas ce que je cachais à l'autre bout de la ville, ni ce que cette nuit allait changer pour toujours. Si cette histoire éveille quelque chose en vous, abonnez-vous. Chaque jour, une histoire qui pourrait être la vôtre. Dites-nous d'où vous nous regardez. Je m'appelle Arthur Dubois, j'ai 79 ans. Je suis veuf. J'ai été professeur d'histoire pendant 42 ans. Et cette nuit-là, assis à la table de ma fille Ariane, j'ai compris que ma vie n'avait plus d'importance pour personne. C'était un samedi. Elle avait invité 6 personnes de son travail, des gens qui parlaient d'hôtels 5 étoiles, de clients étrangers, de promotions. J'étais là parce qu'elle me l'avait ordonné ce matin-là. « Papa, si tu descends, ne parle pas, serre-toi et tais-toi. » Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne demandais plus rien. Depuis la mort d'Éléonore, ma femme, j'ai appris qu'il valait mieux se taire que de déranger. J'ai mis une chemise propre, je me suis peigné, je suis descendu. Et je me suis assis en bout de table, là où personne n'aurait à me regarder, là où je pouvais me rendre invisible, parce que c'est ce qu'Ariane voulait, que je disparaisse sans disparaître. La table sentait le parfum cher et le vin rouge. Ariane avait sorti la belle vaisselle, celle qu'elle gardait depuis son mariage. Il y avait des bougies, une musique douce, tout était préparé pour impressionner. Je me suis servi un peu de salade. Je mâchais lentement en essayant de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger avec le son de mon existence. À côté de moi, il y avait Catherine, la voisine du 4e, cette femme qui me regardait toujours avec une pitié feinte. « Monsieur Dubois, comment allez-vous » m'a-t-elle demandé avec cette voix douce que les gens utilisent quand la réponse leur importe peu. « Bien, merci » ai-je dit. Elle a souri et a repris sa conversation avec les autres. Personne d'autre ne m'a adressé la parole. C'était comme si j'étais un vieux tableau accroché au mur. J'étais là, mais personne ne le remarquait, personne ne voulait le voir, il prenait juste de la place. Et c'est exactement ce que j'étais pour Ariane, un espace occupé. Ariane a beaucoup ri ce soir-là, trop, je la connaissais. Je savais que quand elle riait de manière si forcée, c'est qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Cet après-midi-là, son ex-mari Gaël avait encore appelé pour demander de l'argent. Je l'avais entendu depuis ma chambre. « Je n'ai rien à te donner, Gaël. Laisse-moi tranquille. » Elle a raccroché et est restée dans le couloir, respirant fort, les poings serrés. Je suis sorti pour lui demander si ça allait. Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré, comme si ma présence était une invasion. « Papa, va dans ta chambre. » Je n'ai rien dit, je suis juste retourné sur mes pas. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit, fixant le mur, me demandant quand j'avais cessé d'être son père pour devenir son fardeau. Était-ce à la mort d'Éléonore ou était-ce avant? Était-ce progressif? Ou y avait-il eu un jour précis où j'avais cessé de compter pour elle? Je ne savais pas. Je savais juste que ça faisait mal. Ça faisait mal comme ça fait mal de se sentir invisible dans sa propre famille. Pendant le dîner, un des invités a raconté une blague sur un vieil homme qui se perd au supermarché. Tout le monde a ri. J'ai souri aussi, bien que je n'ai pas saisi la chute. Bien que je sache que la blague parlait de gens comme moi, vieux, encombrants, confus, Ariane a rempli son verre de vin pour la 3e fois. Ses mains tremblaient un peu. Catherine s'est penchée vers elle et a dit d'une voix basse mais audible « Oh Ariane, ça doit être épuisant d'avoir ton père à la maison toute la journée. J'ai mis ma mère en maison de retraite il y a des années. » C'était la meilleure chose pour tout le monde. Ariane n'a pas répondu, elle a juste hoché légèrement la tête, comme quelqu'un qui reçoit un conseil qu'il a déjà envisagé, comme quelqu'un qui a déjà cherché des options. J'ai serré ma fourchette, j'ai senti quelque chose de chaud monter dans ma poitrine, un mélange de rage et de honte, mais je n'ai rien dit parce que je savais que si je parlais, elle me ferait taire devant tout le monde, et cette humiliation aurait été pire que le silence. Puis le moment est arrivé après le dîner. Quelqu'un avait apporté un gâteau. Ariane l'a servi. Je n'en voulais pas. « Je n'ai pas faim », ai-je dit.
Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste laissé l'assiette devant moi et a continué à parler avec ses invités, comme si je n'avais pas parlé, comme si je n'existais pas. J'ai pris une gorgée de vin, il était tiède, amer. J'ai regardé vers le couloir en cherchant Luna. Ma petite fille n'était pas redescendue. Chaque fois qu'Ariane avait du monde, Luna s'enfermait dans sa chambre. Et je savais pourquoi, parce que ma petite fille détestait ces réunions factices. Parce qu'elle était la seule dans cette maison qui me regardait encore dans les yeux, qui me demandait encore comment j'allais, qui me serrait encore dans ses bras quand je revenais du marché. Mais ce soir-là, même Luna n'est pas descendue, et ça m'a fait plus mal que tout le reste, parce que ça signifiait qu'Ariane l'éloignait de moi aussi. Petit à petit, avec des ordres déguisés en suggestions, j'ai regardé mon assiette, le gâteau intact, et je me suis souvenu. Ariane avait 7 ans. Nous étions venus à cette table. Éléonore avait fait son gâteau d'anniversaire au chocolat, son préféré. Ariane a soufflé les bougies, a fait 3 vœux, puis a couru vers moi. « Papa, fais un vœu avec moi. » Et j'ai fait un vœu. « Que tu sois toujours heureuse, mon amour. » Elle a souri, m'a serré dans ses bras avec ses petits bras qui faisaient à peine le tour de mon cou, et a dit « Je veux juste que tu sois toujours avec moi, toujours, papa, pour toujours. » J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et je suis revenu au présent à cette table, où cette même fille, maintenant une femme de 43 ans, venait de me dire que je la dérangeais, que je devais partir demain, et comme on demande de sortir les poubelles. Et je me suis demandé, à quel moment cette petite fille s'est-elle brisée? Ou était-ce moi qui m'étais brisé? Ariane s'est levée pour se resservir du vin. Quand elle est revenue, elle s'est penchée vers moi. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, brillants, fatigués, vitreux, à cause de l'alcool et d'autres choses, d'années de ressentiments accumulés. Elle m'a fixé et a dit d'une voix basse mais claire, avec cette froideur que l'on n'apprend qu'avec la pratique. « Papa, tu es mon angoisse. Il faut que tu sois parti demain. » Certains des invités l'ont entendu. L'un a ri nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague. Un autre a toussé et a détourné le regard, mal à l'aise. Catherine a haussé les sourcils avec un sourire entendu, comme pour dire « Il était temps. Bien joué. » Je suis resté immobile, la fourchette toujours à la main, le vin à moitié bu, mon cœur battant lentement comme s'il voulait lui aussi abandonner. Je n'ai pas demandé où, je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas supplié parce que j'avais compris. Il n'y avait plus d'explication, seulement de l'épuisement, seulement du rejet. Seulement cette phrase qui m'a brisé en deux et m'a finalement montré ce que j'avais toujours craint, que ma fille ne m'aimait plus. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais aimé. J'ai fini de mâcher lentement, calmement, comme si de rien n'était. J'ai posé la fourchette sur l'assiette sans faire de bruit. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette, je l'ai pliée, je l'ai laissée à côté de l'assiette et je me suis levé lentement. Mes genoux ont craqué. Personne ne m'a regardé. Tout le monde continuait à parler, à rire, à boire, comme si je n'étais plus là, comme si j'étais déjà parti. J'ai poussé la chaise avec précaution, sans bruit, car même dans mon départ, je voulais être invisible, ne pas déranger, ne pas gêner. J'ai marché vers l'escalier, et en montant, en me tenant à la rampe, parce que mes jambes ne répondaient plus comme avant, j'ai pensé, c'est la dernière fois que je monte cet escalier. La dernière fois que j'entendrai les rires de ces invités. La dernière fois que je sentirai le parfum cher de cette maison. Parce que je savais que si je partais, je ne reviendrais pas. Parce que je savais que ma fille ne me mettait pas dehors pour quelques jours. Elle m'effaçait de sa vie, et moi, pour la première fois en 3 ans, je n'allais pas la supplier de me laisser rester. Cette fois, j'allais partir avant qu'elle ne me jette officiellement dehors. Cette fois, j'allais partir avec le peu qu'il me restait, la dignité. Je suis entré dans ma chambre. La chambre qui était autrefois le débarras, la chambre pour les choses qui ne servent plus. C'est là qu'Ariane gardait les cartons de Noël, les vieilles valises, les choses qu'elle n'utilisait plus. Et puis elle m'a rangé là, parmi les cartons, parmi les oubliés. J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti un sac de course en plastique vert, un de ceux que l'on garde au cas où. J'y ai mis 2 pantalons,
3 chemises, des sous-vêtements, mes pilules pour la tension, ma carte d'identité, mon carnet où je notais les choses importantes, les choses que je ne voulais pas oublier, parce qu'à 79 ans, on commence à oublier, et je ne voulais pas oublier qui j'avais été. Et une photo d'Éléonore. La photo datait de 50 ans. Nous étions à la plage. Elle souriait, moi aussi. Nous semblions immortels. Nous semblions invincibles. Il semblait que rien ne pourrait nous séparer, mais la mort nous a séparés. Et puis, la solitude. Je l'ai regardé un instant, j'ai touché son visage avec mon doigt. « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» lui ai-je demandé doucement. « Où est-ce que je vais ?» Elle n'a pas répondu. Elle ne répondait jamais. Elle me regardait juste avec ce sourire éternel, avec cette jeunesse figée. J'ai rangé la photo, j'ai fermé le sac, j'ai mis mon manteau, le même que je portais pour aller travailler quand j'étais encore quelqu'un, et je suis parti. Je suis descendu par l'escalier. Chaque marche craquait, comme si la maison elle-même me disait au revoir. Je suis passé devant le salon. Les invités étaient toujours là, à parler, à rire. Quelqu'un racontait une blague. Tout le monde riait. Ariane me tournait le dos, servant le café. Elle portait la robe noire qu'Éléonore lui avait offerte, le dernier cadeau, et elle ne le savait même pas. Personne ne m'a vu. Ou peut-être qu'ils m'ont vu et s'en fichaient. Ou peut-être qu'ils étaient contents. Le vieil homme s'en va enfin. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Le couloir était vide, éclairé par ces lumières blanches qui bourdonnent, qui ne s'éteignent jamais, qui éclairent mais ne réchauffent pas. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans drame, comme quelqu'un qui ferme un chapitre qui n'a plus de sens à lire, comme quelqu'un qui ferme un livre qui s'est mal terminé. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai attendu. J'ai entendu les rires derrière la porte, de plus en plus lointains. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. J'ai vu mon reflet dans le métal. Un vieil homme aux épaules voûtées, aux yeux humides, un sac à la main. Un homme qui n'avait plus de maison. Les portes se sont fermées. Je suis descendu et à chaque étage qui passait, je sentais que je laissais derrière moi non seulement un appartement, mais une vie entière, une fille, une illusion, un amour qui n'a jamais été rendu. Quand je suis sorti de l'immeuble, l'air froid m'a frappé le visage comme une gifle, comme un rappel que le monde extérieur ne serait pas plus clément que celui de l'intérieur. Nathan, le voisin du deuxième, fumait près de la porte. C'était un homme de 64 ans, un ancien militaire, de ceux qui parlent peu mais voient tout, qui ne demandent pas mais comprennent. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a calmement écrasé sa cigarette contre le mur, comme quelqu'un qui a tout son temps. Il a hoché la tête, lentement, respectueusement. Il n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire, car dans ce geste, il y avait tout. Je sais ce qui s'est passé. J'ai entendu, j'ai vu, et je ne te blâme pas. Et si je pouvais, je t'aiderais, mais je ne peux pas. Je peux seulement te regarder partir et te souhaiter bonne chance. J'ai hoché la tête aussi. J'ai rendu le geste comme pour dire « Merci de m'avoir vu, de ne pas m'avoir jugé, de ne pas avoir ri. » Et j'ai continué à marcher. La rue était vide, il faisait froid. Le vent faisait bruire les feuilles sèches. Elle faisait un bruit de murmure, de voix qui me disaient « Il n'y a plus de retour en arrière possible ». J'ai serré le sac contre ma poitrine et j'ai marché sans me retourner, parce que je savais que si je me retournais, peut-être que je regretterais, peut-être que je reviendrais, peut-être que je supplierais, et il n'y avait plus de temps pour les regrets, plus de place pour l'humiliation. J'ai marché 2 rues jusqu'à l'arrêt de bus, 2 rues qui semblaient de faire 2 kilomètres parce que chaque pas me faisait mal, pas dans mes jambes, dans mon âme. Il y avait un banc en métal glacial. Je me suis assis. Le froid transperçait mon manteau. Le vent sifflait entre les immeubles comme une plainte, comme une chanson triste que personne ne voulait entendre. Un taxi est passé avec sa lumière allumée. Je ne l'ai pas hélé. Je n'avais pas d'argent à gaspiller en taxi. Et puis, pourquoi faire ? Je n'étais pas pressé, je n'avais pas de destination. J'avais juste une direction, un nom, un espoir. Un jeune couple est passé, bras dessus, bras dessous, en riant. Il lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Elle riait, ils se sont embrassés. J'ai détourné le regard, non par envie, mais par douleur.
parce que je me suis souvenu quand je serrais Éléonore comme ça, quand nous marchions dans la rue en nous tenant la main, quand nous étions encore heureux, quand nous comptions encore, quand nous avions encore un avenir. Maintenant, ça n'avait plus d'importance. Maintenant, l'avenir était terminé. Maintenant, j'étais un vieil homme assis sur un banc avec un sac de course, attendant un bus pour m'emmener nulle part, ou peut-être quelque part. Je ne le savais pas encore. Et en attendant, je me demandais où va un homme quand il n'a plus de maison? Où va-t-il quand sa propre fille lui dit qu'il est un fardeau? Le bus est arrivé à 23h32, la ligne 47. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le poteau 3 fois. Comme si regarder l'horloge pouvait arrêter le temps, comme si ça pouvait retarder l'inévitable. Ce bus traversait toute la ville, du centre-ville à Bellevue, le quartier où j'ai vécu il y a plus de 40 ans, quand j'étais encore jeune, quand j'avais encore un avenir, et quand Éléonore et moi venions de nous marier et que tout était possible. Je suis monté lentement, mes genoux ne répondaient plus comme avant. Chaque pas était un effort, une négociation avec un corps qui ne m'obéissait plus. Je me suis agrippé fermement à la barre, parce que j'avais peur de tomber, et encore plus peur que personne ne m'aide à me relever. Le chauffeur a levé les yeux. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec une épaisse moustache et un uniforme bleu usé. Il m'a fixé, fronçant les sourcils, comme pour essayer de me reconnaître, puis ses yeux se sont agrandis. Monsieur Dubois. Je l'ai regardé. Il m'a fallu 1 seconde. Paul. Paul Morin, mon élève, il y a 30 ans, il s'asseyait au fond, dessinait dans les marges de ses cahiers, des cartes, des batailles, des cités anciennes. Mais il était intelligent, très intelligent, un de ces élèves qu'on n'oublie jamais. C'est moi, monsieur Dubois. Je n'arrive pas à croire que c'est vous. Sa voix contenait de la surprise et autre chose, de l'inquiétude, de la tendresse. Comme quelqu'un qui voit un vieil ami en mauvaise posture, il a regardé le sac dans ma main, le sac de course vert et bon marché. Il a regardé mon visage, les yeux gonflés, les vêtements froissés, le vieux manteau, et il a compris. Je n'ai pas demandé comment. Parfois les gens savent, parce que la douleur se voit, se sent, se palpe. Montez, monsieur Dubois, et gardez votre argent. Vous ne me payez pas. J'ai essayé de protester, de sortir mon portefeuille, de faire ce qu'il fallait. Non, Paul, Il a levé la main fermement. Vous m'avez appris à lire les cartes. Vous m'avez appris que l'histoire, ce n'est pas que des dates, ce sont des gens qui souffrent, des gens qui se battent, des gens comme vous. C'est le moins que je puisse faire. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. J'ai hoché la tête, mon menton tremblait. J'ai senti que j'allais pleurer. Mais je me suis retenu parce qu'on ne pleure pas dans le bus. On ne pleure pas devant des inconnus. Bien que Paul ne soit plus un inconnu, il était un rappel de l'époque où je comptais encore, où j'étais encore quelqu'un. J'ai marché vers le fond lentement, en me tenant au siège. Je me suis assis sur le dernier siège près de la fenêtre. J'ai posé le sac sur mes genoux. Je l'ai serré comme si c'était la seule chose qu'il me restait au monde, parce que c'était la seule chose qu'il me restait. Paul a démarré le bus, le moteur a vrombi, et j'ai regardé par la fenêtre, regardant la ville passer, regardant ma vie passer. La ville passait lentement. De grands immeubles aux fenêtres sombres, des vies éclairées derrière des rideaux fermés, des gens qui dînaient, regardaient la télévision, riaient, vivaient. Des commerces fermés avec des grilles métalliques, des graffitis sur les murs, des ordures dans les coins, des rues vides éclairées par des lampadaires oranges qui clignotaient sur le point de s'éteindre. Comme moi. J'ai reconnu certains coins, la boulangerie où Éléonore achetait le pain le dimanche, fermée maintenant avec un panneau « à vendre ». Le parc où j'emmenais Ariane quand elle était petite, sombre, vide, les jeux rouillés. D'autres coins, je ne les ai pas reconnus. Tout avait changé. De nouveaux immeubles là où il y avait des maisons, des parkings là où il y avait des parcs. Ou peut-être que c'était moi qui n'avais plus ma place, qui était resté coincé dans une autre époque. J'ai regardé mon reflet dans la vitre, un vieil homme ridé aux yeux fatigués, une barbe de 2 jours, les cheveux en désordre. Quand suis-je devenu si vieux? Je ne sais pas. On ne s'en rend pas compte. C'est progressif. Un jour,
On se réveille, on se regarde dans le miroir, et on voit son père, et là on comprend. Tu as basculé de l'autre côté, tu es maintenant le vieil homme que les gens évitent dans le bus, celui qui sent le médicament, qui tousse trop, qui parle tout seul. Tu es maintenant celui qui dérange juste en existant, celui qui est de trop. Le bus s'est arrêté. Frein qui crisse, porte qui s'ouvre avec un soupir fatigué. Une jeune femme est montée avec un bébé endormi dans les bras. Elle devait avoir environ 25 ans, cheveux attachés, visage fatigué, vêtements simples. Elle s'est assise à l'avant. Le bébé ne s'est pas réveillé. Sa bouche était ouverte, ses petites mains serrées. La femme le berçait doucement avec cette tendresse que seules les mères ont. Ce mouvement automatique, inconscient, cet amour pur qui ne demande rien en retour. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose de pointu dans ma poitrine, une vraie douleur physique. Parce que je me suis souvenu quand Ariane était comme ça, petite, sans défense, parfaite, quand elle avait besoin de moi pour tout, pour manger, pour dormir, pour rire, quand j'étais son héros, son monde entier. Papa, porte-moi. Papa, raconte-moi une histoire. Papa, j'ai peur, ne pars pas. Et je ne partais jamais. Je restais près de son lit, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je lui chantais des chansons, je lui inventais des histoires. Quand a-t-elle cessé d'avoir besoin de moi? Quand suis-je passé de son héros à son fardeau? Est-ce quand elle a grandi? Est-ce quand elle s'est mariée? Est-ce quand Luna est née? Ou est-ce quand Éléonore est morte et qu'il n'y avait plus personne pour lui rappeler que je méritais aussi de l'amour? Le bus a redémarré. La femme est descendue 3 arrêts plus tard. Le bébé dormait toujours, et moi je continuais à regarder par la fenêtre, à voir ma vie défiler, à voir tout ce que j'avais perdu défiler. Paul me regardait dans le rétroviseur. Je le voyais. Nos regards se croisaient de temps en temps. Il détournait les yeux, moi aussi, mais nous savions tous les deux. Je savais qu'il voulait demander. Il voulait savoir ce qu'un vieil homme comme moi faisait, seul, avec un sac de course à 23 heures du soir. Il voulait savoir si j'allais bien, si j'avais un endroit où aller, si j'avais besoin d'aide, mais il n'a pas demandé. Et je l'ai remercié en silence à chaque kilomètre qui passait, parce qu'il y a des questions qui ouvrent des blessures, qui vous forcent à dire à voix haute ce que vous pouvez à peine penser. Et les miennes étaient encore fraîches, elles saignaient encore, faisaient encore mal à chaque respiration. Le bus a continué sa route, lent, fatigué, comme moi. Nous avons traversé de larges avenues désertes, des quartiers que j'avais connus, où j'avais vécu, où j'avais travaillé, où j'avais été heureux, des endroits où je n'étais plus le bienvenu, où je n'avais plus ma place. Et puis nous sommes arrivés à l'hôpital Saint-Vincent, ce bâtiment blanc qui m'a tout pris. C'est là qu'Éléonore était morte il y a 3 ans. 3 ans, 2 mois et 14 jours. Mais qui compte? Et j'ai instinctivement fermé les yeux, en les serrant très fort comme si cela pouvait effacer l'image, comme si cela pouvait effacer le souvenir. Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas me souvenir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. L'hôpital était toujours là, blanc, froid, imposant, avec cette croix rouge sur sa façade qui promettait le salut, mais ne délivrait que des adieux. Éléonore était morte au 3e étage. Chambre 312. Je connaissais le numéro par cœur, tout comme je connaissais sa date de naissance, son plat préféré, le parfum qu'elle portait. Cancer du pancréas, rapide, brutal, sans pitié. Ils lui ont donné 6 mois, elle a vécu 4, et chaque jour était pire que le précédent. Les derniers jours, elle ne parlait plus, elle me regardait juste avec ses yeux qui disaient tout ce qu'elle ne pouvait plus dire avec des mots. Je t'aime. Pardonne-moi, prends soin de toi, ne m'oublie pas. Et je lui tenais la main, fine, froide, transparente. Je lui disais qu'elle allait s'en sortir, que nous allions traverser ça ensemble, que les médicaments allaient fonctionner, que Dieu ferait un miracle. Mais nous savions tous les deux la vérité. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge, qu'il ne nous restait que des heures, des minutes, des secondes. Et quand elle a fermé les yeux pour la dernière fois, quand sa main est devenue inerte dans la mienne, quand le moniteur a cessé de biper et qu'il n'est resté que ce son long et constant, je suis juste resté là, à côté de son lit, sans savoir comment continuer,
sans savoir pourquoi continuer, parce qu'Éléonore n'était pas seulement ma femme, elle était ma raison, ma boussole, ma maison. Et sans elle, j'étais juste un homme qui attendait de mourir, qui attendait que son nom soit appelé, qui attendait de la retrouver. J'ai ouvert les yeux, alors que le bus dépassait l'hôpital. J'ai pris une profonde inspiration. L'air me brûlait les poumons. Paul m'a regardé dans le miroir. Cette fois, il n'a pas détourné le regard. Il a soutenu mon regard avec ses yeux qui comprenaient, qui savaient, qui ne jugeaient pas. Et dans ce silence, dans cet échange sans mots, j'ai compris. Il savait. Il savait que quelque chose de grave s'était passé. Il savait que je fuyais. Il savait que j'étais brisé, mais il ne jugeait pas, il n'avait pas pitié, il conduisait juste, il m'emmenait juste, il me donnait juste de l'espace pour respirer. Et ça, d'une manière étrange, d'une manière que je ne peux pas expliquer, ça m'a donné la force de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas me jeter du bus en marche et me laisser mourir dans la rue. Le bus a continué d'avancer. Nous avons traversé des quartiers que je ne reconnaissais plus. De nouveaux immeubles, là où il y avait des maisons modestes, des supermarchés géants, là où il y avait des épiceries de quartier dont les propriétaires vous connaissaient par votre nom. Tout était différent, tout était étranger, tout était hostile, comme si la ville me disait « Tu n'as plus ta place ici. Ton temps est passé, il n'y a plus de place pour toi. » À un arrêt, un garçon est monté avec son grand-père. Le garçon devait avoir environ 8 ans, les cheveux en bataille et un sac à dos à roulettes. Le grand-père avait environ 70 ans, les cheveux blancs, une canne, une chemise à carreaux. Le garçon lui tenait fermement la main, comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Il l'a aidé à monter lentement, pépé, une marche à la fois, lui a trouvé un siège. « Assieds-toi ici, c'est le meilleur. » Et le grand-père a souri, reconnaissant, aimé, nécessaire. Je les ai regardés et j'ai senti une pointe dans ma poitrine qui m'a presque plié en deux, parce que j'avais été ce grand-père aussi. Luna me tenait la main, m'attendait à la sortie de l'école, courait vers moi en criant « Pépé !» me posait des questions. « Pépé, pourquoi le ciel est bleu ? Pépé, quand est-ce qu'on va au parc ? Pépé, est-ce que tu m'aimes ?» Et je répondais toujours « Plus que tout au monde, mon amour. » Quand avait-elle arrêté de faire ça ? Quand avait-elle arrêté de m'attendre? Quand avait-elle arrêté de courir vers moi? Où était-ce Ariane qui l'avait éloignée de moi? Qui lui avait dit de ne pas me chercher? Qui lui avait dit que j'étais un fardeau? Je ne savais pas. Je savais juste que la dernière fois que Luna m'avait serré dans ses bras, c'était il y a des mois, 4 mois et quelques, et que ses étreintes me manquaient plus que je ne pouvais l'admettre, plus que je ne pouvais le supporter. Le garçon et son grand-père sont descendus 2 arrêts plus tard. Le garçon l'a aidé à descendre. « Attention, Pépé. » Et moi je suis resté là, à les regarder s'éloigner, en souhaitant être ce grand-père, en souhaitant avoir une petite fille qui m'aime, qui prend soin de moi, qui a besoin de moi. Le trajet a duré 53 minutes. Je le sais parce que j'ai compté chaque minute en regardant l'horloge du bus, en regardant les chiffres changer, parce que chaque minute qui passait était une minute plus loin d'Ariane, une minute plus loin de cette table où on m'a dit que je dérangeais, une minute plus près de quoi? Je ne savais pas. Je savais juste que je devais m'éloigner. Le bus s'est vidé progressivement. La femme avec le bébé est descendue. Un groupe d'adolescents bruyants aussi, riant, sentant l'alcool et le parfum bon marché. Un homme ivre qui est monté à mi-chemin, titubant, parlant tout seul. À la fin, il n'y avait plus que moi et Paul, seul dans ce bus vide qui traversait la ville endormie. Il a ralenti plus lentement que d'habitude, comme pour me donner du temps, comme s'il attendait que je change d'avis. Il a regardé dans le miroir. « Monsieur Dubois, vous êtes sûr que ça va aller ?» Sa voix contenait une inquiétude sincère, réelle, pas feinte. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de sourire, mais ce n'est pas sorti. « Oui, Paul, merci, merci pour tout. » Il n'avait pas l'air convaincu. Il me regardait comme on regarde une personne sur le point de faire quelque chose d'irréversible. Mais il n'a pas insisté. Il a juste continué à conduire lentement jusqu'au bout, jusqu'au dernier arrêt, là où la ligne se terminait, là où la ville se terminait, là où peut-être ma nouvelle vie commençait, ou là où celle que j'avais se terminait. Bellevue, terminus.
La voix de Paul semblait fatiguée, rauque, comme s'il arrivait lui aussi à la fin de quelque chose. Il a arrêté le bus, le moteur s'est éteint. Le silence était assourdissant. Je me suis levé lentement, en me tenant au siège devant moi. Mes genoux ont craqué, ont protesté. Il me faisait mal, tout me faisait mal. J'ai marché jusqu'à la porte. Chaque pas était un effort. Paul s'est retourné sur son siège. Il m'a regardé, avec ses yeux pleins de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Pitié, respect, peur. Monsieur Dubois, mon numéro est sur le panneau de la compagnie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi à n'importe quelle heure. Sérieusement. J'ai hoché la tête. Je voulais dire quelque chose. Je voulais le remercier. Je voulais lui dire qu'il avait été un bon élève, que je me souvenais de lui, que j'étais heureux de le voir bien. Mais les mots ne sont pas sortis. Ils sont restés coincés dans ma gorge. J'ai juste hoché la tête à nouveau comme un idiot, comme un vieil homme qui ne sait plus parler, et je suis descendu. Le froid de la nuit m'a frappé le visage comme un coup de poing. Le bus a démarré derrière moi. J'ai entendu le moteur s'éloigner. J'ai vu les feux rouges s'éloigner, comme deux yeux rouges qui me regardaient. Et puis j'ai été seul au milieu d'une rue vide, sombre, froide, avec un sac à la main et nulle part où aller, sauf un endroit. Le seul endroit où je pourrais encore compter, le seul endroit où quelqu'un pourrait encore se souvenir de moi. Bellevue, le quartier de ma jeunesse, de l'époque où tout était possible, de l'époque où j'avais encore des rêves. Des rues aux pavés inégaux qui vous faisaient trébucher, des lampadaires d'un autre âge qui fonctionnaient encore avec une lumière jaunâtre, faible, vacillante, des maisons basses avec des clôtures rouillées, des jardins négligés, des chiens qui aboyaient. Ça sentait le pain fraîchement cuit, cette odeur incomparable qui vous ramène en enfance. Et là, je me suis souvenu de Béatrice, de la boulangerie Saint-Joseph, où Éléonore achetait le pain tous les dimanches. Et si Béatrice était encore là, alors Léo l'était aussi. Léo Martin, mon meilleur ami depuis nos 17 ans. Depuis que nous étions jeunes et stupides et que nous nous croyions immortels. Nous avions perdu le contact il y a 8 ans quand j'ai emménagé chez Ariane, quand je pensais que c'était la bonne chose à faire, quand je croyais encore que ma fille avait besoin de moi, quand je croyais encore que la famille, c'était pour toujours. Mais Léo habitait ici, dans la maison à la porte bleue, au numéro 47. Je le savais parce que j'avais habité à 3 rues de là, dans une maison qui n'existe plus, qui a été démolie pour faire un parking. J'ai marché lentement, en traînant les pieds, en serrant le sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Les rues étaient sombres, vides, on n'entendait que le vent et mes pas et ma respiration. Mais je les connaissais par cœur, chaque coin, chaque arbre, chaque fissure dans le trottoir parce que j'avais été heureuse ici, j'avais été jeune ici. Peut-être qu'ici je pourrais redevenir quelqu'un. Je suis arrivé devant la maison, une porte bleue délavée, plus bleue dans mon souvenir que dans la réalité. La peinture s'écaillait et tombait en morceaux, des fenêtres avec des rideaux blancs jaunis par le temps, une lumière allumée à l'intérieur. Quelqu'un était réveillé, quelqu'un vivait là. J'ai pris une profonde inspiration, l'air me brûlait les poumons. J'ai levé la main, elle tremblait, et j'ai frappé une fois, doucement, presque inaudiblement. J'ai attendu. Rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort. 2 coups secs qui ont résonné dans la nuit. Silence. Et puis j'ai entendu des pas lents, traînants. Quelqu'un qui marchait avec difficulté. Quelqu'un de vieux comme moi. La porte s'est ouverte lentement en grinçant, et il était là. Léo, 81 ans. 2 ans de plus que moi. Mais il en paraissait 100. Cheveux blancs, plus blancs que dans mon souvenir. Des lunettes épaisses, un vieux pyjama à rayures bleues, usé avec des trous. Il m'a regardé en plissant les yeux. Il lui a fallu 3 secondes, peut-être 4, comme s'il essayait de me reconnaître, comme s'il cherchait dans sa mémoire. Et puis il m'a reconnu. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche aussi. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien demandé. Il n'a pas dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il n'a pas dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'a pas dit « Tu vas bien ?»
Il a juste ouvert la porte plus grand avec ce geste universel de bienvenue, d'acceptation, de fraternité. Entre. Ce n'était pas une question, c'était un ordre plein de compréhension, d'amour, de cette chose que seuls les vieux amis comprennent sans avoir besoin de mots. Je suis entré, j'ai franchi le seuil, et c'était comme passer d'un monde à l'autre, de l'obscurité à la lumière, du froid à la chaleur, de la solitude à la compagnie. Léo a fermé la porte derrière moi avec soin, comme s'il fermait la porte sur le passé, comme s'il protégeait le présent. Et pour la première fois en 3 ans, depuis la mort d'Éléonore, j'ai senti que j'étais rentré à la maison, dans un endroit où je n'avais pas à m'excuser d'exister, dans un endroit où je comptais encore, dans un endroit où peut-être je pourrais recommencer à vivre. Léo a fermé la porte derrière moi. Il n'a rien dit, il a juste marché vers la cuisine. Je suis resté dans l'entrée, tenant le sac, ne sachant que faire. La maison sentait le vieux, le médicament, le temps arrêté. Tout était comme il y a 40 ans. La table en bois sombre, l'horloge à pendule qui ne fonctionnait plus, le tableau de la Vierge au mur. Mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là avant. Sur la table, à côté d'un verre d'eau, il y avait un flacon de pilules, de la morphine. Je l'ai reconnu parce qu'Éléonore en prenait à la fin. Léo est revenu avec 2 tasses fumantes, de la tisane à la camomille. « Assieds-toi. » Sa voix semblait fatiguée. Plus fatigué que dans mon souvenir. Je me suis assis, Léo s'est assis en face de moi avec difficulté. J'ai vu comment il s'est agrippé au bord de la table, comment il a grimacé de douleur. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, mais je n'étais pas convaincu. « Léo, ces pilules. » Il a baissé les yeux, a soupiré. « Cancer du pancréas, stade 4. Il me reste 3 mois, peut-être 4 si j'ai de la chance. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. « Quoi ?» Ma voix est sortie brisée. Léo a pris une gorgée de tisane. Ils m'ont diagnostiqué il y a 6 mois. Je n'ai voulu le dire à personne. Pourquoi faire? Il n'y a plus rien à faire maintenant. Je suis resté sans voix, le fixant, et puis j'ai compris. Mon seul ami était aussi en train de mourir, et je ne le savais même pas, je le fixais simplement. Léo. Mon ami, celui qui m'a appris à jouer aux échecs quand nous avions 17 ans, celui qui était avec moi le jour de mon mariage, celui qui a pleuré avec moi quand Éléonore est morte, et maintenant il me disait qu'il allait mourir et je n'avais pas été là, je n'avais pas su, je n'avais pas pu lui dire au revoir. Léo, je suis désolé, il a secoué la tête, il n'y a rien à pardonner. J'aurais dû être là, tu es là maintenant, et c'est tout ce qui compte. Je me suis essuyé les yeux, mais les larmes continuaient de couler parce que je perdais tout, Éléonore, Ariane, Léo, et je ne savais pas comment continuer à perdre et rester debout. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ai-je demandé, un mélange de colère et de douleur dans la voix. Léo m'a regardé. J'ai appelé chez toi il y a 4 mois. Ariane a répondu. Je lui ai dit que je devais te parler, que c'était urgent. Il a fait une pause, a pris une inspiration. Elle m'a dit, « Léo, mon père ne peut plus fréquenter de vieux amis. Il n'a plus toute sa tête. Si vous rappelez, je porterai plainte pour harcèlement. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. « Quoi ?» Léo a hoché la tête. Je lui ai demandé de te dire que j'avais appelé. Elle a ri et a raccroché. J'ai mis mon visage dans mes mains. Je ne pouvais plus respirer. Ariane ne m'avait pas seulement humilié, elle avait aussi coupé mon dernier lien avec le monde, avec mon passé, avec ma vie. J'ai essayé de rappeler 2 autres fois. Elle répondait toujours. La 3e fois, elle a menacé de bloquer le numéro. Léo a posé sa tasse sur la table. Ses mains tremblaient. « Arthur, ta fille ne t'a pas seulement mis dehors, elle t'a effacé de ta vie. Et là, quelque chose a explosé en moi. Je me suis levé d'un bond de ma chaise. Elle est tombée en arrière. Elle n'avait pas le droit, ai-je crié. Ma voix sonnait rauque, désespérée. Je me suis occupé d'elle. Je lui ai tout donné. Léo n'a rien dit, il m'a juste regardé, avec ce regard de celui qui comprend la douleur parce qu'il l'a vécue aussi. J'ai tourné en rond, les mains sur la tête, respirant fort. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Léo s'est levé lentement, est venu vers moi, a posé une main sur mon épaule, parce que les gens fatigués deviennent cruels, Arthur. Et ta fille est fatiguée.
Mais ça ne justifie rien. J'ai secoué la tête. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je ne lui ai jamais rien demandé. Léo a serré mon épaule. Je sais. Mais parfois, les gens n'ont pas besoin de raison pour te rejeter. Ils ont juste besoin d'espace. Et tu prenais cet espace. J'ai senti les larmes couler sur mon visage, chaudes, pleines de colère. Et Léonore avait raison, ai-je murmuré. Léo a froncé les sourcils. Quoi? Ma femme, avant de mourir, elle m'a dit « Ariane a peur de vieillir, et c'est pour ça qu'un jour elle aura peur de toi. » Je ne l'ai pas cru. J'ai pensé que c'était la douleur qui parlait, mais elle avait raison. Léo m'a lâché et retourné à sa place. « Arthur, il y a autre chose que tu dois savoir. » Je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus? Il a pris une profonde inspiration. Mes enfants ne me parlent plus non plus. Je n'ai pas de nouvelles d'eux depuis 3 ans. Quand je leur ai dit que j'avais un cancer, ils ont dit « Papa, tu es vieux, c'est naturel. Ne nous appelle plus avec ce drame. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Oh, Léo, il a levé la main. Ne me plains pas. Je te dis ça parce que tu dois savoir quelque chose. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de vieux comme nous, jetés, oubliés, qui attendent de mourir sans déranger personne. Et à ce moment-là, dans cette vieille cuisine avec mon ami mourant, j'ai compris la vérité la plus douloureuse de toutes. Vieillir, c'est devenir invisible. Je me suis effondré sur la chaise. J'ai posé mes mains sur la table et j'ai pleuré pas avec des larmes silencieuses. J'ai pleuré avec des sanglots, des gémissements, la bouche ouverte et la poitrine secouée. J'ai pleuré pour Ariane, pour Léo, pour Éléonore, pour moi, pour tous les vieux du monde qui meurent seuls en se sentant comme un fardeau. Léo ne m'a pas consolé, il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il est juste resté assis en face de moi à attendre, parce que parfois, la meilleure compagnie est le silence. Et quand j'ai enfin arrêté de pleurer, quand je n'avais plus de larmes, Léo a dit « Il y a un lit dans la chambre du fond, les draps sont propres, dors. On continuera demain. » Je me suis levé comme j'ai pu, j'ai pris mon sac et j'ai marché jusqu'à la chambre du fond. C'était petit. Un lit, une armoire, une fenêtre. Je me suis assis sur le lit, les ressorts ont grincé, j'ai regardé le plafond. Il y avait des taches d'humidité, une fissure. Et là j'ai pensé, pourquoi continuer? Pourquoi se réveiller demain si je ne compte pour personne? Si ma propre fille me déteste, si mon meilleur ami est en train de mourir, si ma femme est morte, à quoi bon? Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et j'ai souhaité ne pas me réveiller. J'ai souhaité que le sommeil emporte tout. La douleur, la honte, la solitude. Mais ça n'est pas arrivé. J'ai juste dormi. Et j'ai rêvé d'Éléonore, de quand nous étions encore jeunes, de quand nous étions encore heureux. Je me suis réveillé en sursaut. Je ne sais pas quelle heure il était. Il faisait nuit. J'ai entendu un bruit sourd. Ça venait du salon. Je me suis levé, je suis sorti de la chambre. Léo était par terre. Il avait trébuché. Il essayait de se relever, mais il ne pouvait pas. Léo, j'ai couru vers lui. Je l'ai aidé à se relever. Il était léger, trop léger. Ça va, a-t-il murmuré, mais il n'allait pas bien. Il tremblait, il transpirait. Je l'ai emmené sur le canapé, je l'ai assis. Tu as mal? Il a hoché la tête. J'ai toujours mal. Je suis allé chercher les pilules, je les lui ai données avec de l'eau. J'ai attendu. Lentement, les tremblements se sont arrêtés. Léo a pris une profonde inspiration. Merci. J'ai secoué la tête. Ne me remercie pas. Tu m'as ouvert ta porte quand personne d'autre ne l'aurait fait. Nous sommes restés là, en silence, Léo sur le canapé, moi assis par terre à côté de lui. Et puis il a dit « Arthur, n'abandonne pas. » Je l'ai regardé. Pourquoi pas? Il a souri. Un sourire triste. Parce qu'abandonner, c'est admettre que ceux qui t'ont jeté avaient raison. C'est leur dire « Vous aviez raison. Je ne vaux rien, j'ai dégluti, mais si c'est vrai, si je ne vaux vraiment rien. » Léo m'a regardé intensément. « Tu vaux quelque chose. Tu vaux quelque chose parce que tu es là, parce que tu m'as aidé à me relever, parce que tu pleures encore. Ceux qui ne valent rien ne ressentent plus rien. Toi, tu ressens encore, et ça veut dire que tu es encore en vie. » Je n'ai pas répondu,
Mais ces mots sont restés en moi comme une graine plantée dans une terre aride. Je suis retourné dans la chambre. Je me suis recouché, mais cette fois, je n'ai pas souhaité mourir. J'ai juste souhaité me réveiller et trouver une raison de continuer. Une raison qui ne soit pas Ariane, ni Éléonore, ni le passé. Une nouvelle raison, ma propre raison. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi profondément, sans rêve. Et quand je me suis réveillé, il y avait de la lumière, et Léo était en vie, et moi aussi. Et pour l'instant, c'était suffisant. Je me suis réveillé avec le soleil sur le visage. J'avais mal partout, au dos, aux genoux, à l'âme, mais j'étais en vie. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardé dans le miroir. J'étais toujours un vieil homme, mais je n'avais plus l'air d'un vieil homme vaincu, juste d'un homme fatigué. Je suis sorti de la chambre. Léo était déjà réveillé. Il était dans la cuisine, en train de faire du café. Il se déplaçait lentement, en se tenant au meuble. « Bonjour », ai-je dit. Il s'est retourné, a souri. « Bonjour. Tu as dormi ?» J'ai hoché la tête. Mieux que je ne le pensais. Il a versé 2 tasses. Bien. Aujourd'hui, on va à la boulangerie. J'ai besoin de pain. Et toi, tu as besoin de prendre l'air. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête. Parce qu'il avait raison. Nous avons déjeuné en silence. Des tartines avec du beurre, du café amer. Simple, parfait. Quand nous avons fini, Léo s'est levé. Allons-y. Nous sommes sortis. La rue était calme. Le soleil était encore bas. Il faisait frais. Nous avons marché 3 rues. Léo avec sa canne, moi à côté de lui, surveillant au cas où il trébucherait. Nous sommes arrivés à la boulangerie. Boulangerie Saint-Joseph. L'enseigne était usée. Nous sommes entrés. Et là, il y avait Béatrice, une femme d'une 60aine d'années, avec un tablier blanc et un sourire chaleureux. Elle nous a vus entrer et s'est figée. Monsieur Dubois. Sa voix contenait de la surprise, de l'incrédulité et autre chose. Quelque chose que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là, mais que j'ai compris plus tard. C'était de la pitié. « C'est moi, Béatrice », ai-je dit. Elle s'est approchée, mais ne m'a pas serré dans ses bras comme je m'y attendais. Elle m'a juste regardé de haut en bas. « Qu'est-ce que vous faites par ici ?» Son ton était étrange, prudent, comme quelqu'un qui marche sur des œufs. « Il reste avec moi quelques jours », est intervenu Léo. Béatrice a hoché la tête lentement, me regardant toujours, puis elle a dit « Monsieur Dubois, est-ce que votre fille sait que vous êtes ici ?» Je me suis figé. « Non, pourquoi ?» Béatrice a échangé un regard avec Léo. Elle est passée il y a environ 2 ans. Elle a demandé de vos nouvelles. Je lui ai dit que je ne vous avais pas vu. J'ai froncé les sourcils. « Ariane est venue ici ?» Béatrice a hoché la tête. Elle a dit que vous vous étiez enfui, que vous étiez sénile, que si je vous voyais, je devais l'appeler immédiatement. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. « Quoi ?» Béatrice a baissé les yeux. Je ne l'ai pas cru. Vous ne m'avez jamais semblé sénile. Mais elle a insisté. Elle a laissé son numéro. Elle m'a dit que vous étiez dangereux, que vous pouviez vous perdre, qu'il fallait vous ramener. Léo m'a serré le bras, mais je ne pouvais pas bouger, pas respirer. C'était il y a 2 ans, ai-je murmuré. Béatrice a hoché la tête. Oui, vous viviez encore chez elle à l'époque. J'ai hoché la tête, et là j'ai compris. Ariane voulait que je parte depuis des années. Elle planifiait déjà comment se débarrasser de moi. Elle attendait juste le bon moment, et ce moment est arrivé samedi dernier, quand elle m'a finalement dit de partir, quand elle a finalement exécuté le plan qu'elle avait construit pendant des années. « Monsieur Dubois, ça va ?» a demandé Béatrice. Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête. « Oui, merci de me l'avoir dit. » Elle a soupiré. « Je ne savais pas si je devais vous le dire, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Nous avons acheté du pain. Léo a payé. Nous sommes sortis, nous avons marché en silence. J'étais en train de digérer. Ariane ne m'avait pas mis dehors sur une impulsion. Ce n'était pas le stress du moment. C'était planifié, calculé. Elle voulait que je parte depuis des années, et elle a finalement réussi. Et moi, comme un idiot, je pensais qu'elle m'aimait encore, que j'étais encore son père. Mais non. J'étais juste un problème qu'elle avait repoussé jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus.
Nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes entrés. Je me suis assis sur le canapé, j'ai mis ma tête dans mes mains. Léo s'est assis à côté de moi. Arthur. Ne dis rien, ai-je murmuré. Ne dis rien, c'est tout. Nous sommes restés là en silence jusqu'à ce que le téléphone de Léo sonne. Il l'a regardé, a froncé les sourcils. C'est un numéro que je ne connais pas. Il a répondu « Allô ?» J'ai entendu une voix de femme de l'autre côté. Jeune, désespérée. Léo m'a regardé, c'est pour toi. Il m'a tendu le téléphone. « Allô ?» Pépé. C'était Luna, ma petite fille. Mais sa voix semblait étrange, brisée. « Luna, qu'est-ce qui se passe ?» Pépé, je me suis enfui. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Quoi? Je me suis enfui de la maison. Je ne supporte plus maman. Je la déteste, Pépé. Je la déteste. Elle pleurait. Je me suis levé. Luna, où es-tu? À la gare routière. J'ai pris de l'argent dans ma tirelire. J'ai acheté un billet. Je viens là-bas. Comment savais-tu où j'étais? J'ai demandé à Paul, le chauffeur du 47. Il me l'a dit. J'ai fermé les yeux. Luna, tu dois rentrer. Non, je ne rentrerai pas. Maman m'a frappé, Pépé. Elle m'a frappé parce que je t'ai défendu. J'ai senti la rage. Une rage pure. Elle t'a frappé? Oui. Je lui ai dit que tu étais un homme bien, qu'elle n'avait pas le droit de te mettre dehors, et elle m'a frappé. Elle m'a dit que j'étais une gamine ingrate, que je ne connaissais rien à la vie. Si vous écoutez mon histoire, laissez-moi un commentaire en me disant d'où vous regardez. Parfois, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Luna, le bus est déjà parti? Oui, je serai là dans 1 heure. J'ai regardé Léo. Il a hoché la tête comme pour dire « laisse-la venir ». J'ai soupiré. « D'accord, viens. Mais ensuite on parlera à ta mère. » Je ne veux pas lui parler. Luna. « Non, Pépé. Elle t'a mis dehors, elle t'a humilié, et je ne lui pardonnerai jamais. » Elle a raccroché. Je suis resté là avec le téléphone à la main. Léo m'a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Luna s'est enfuie. Elle vient ici. Ariane l'a frappée. Léo a fermé les yeux. Mon Dieu! J'ai hoché la tête. Ça va empirer. 1 heure plus tard, Luna est arrivée. Elle a frappé à la porte. J'ai ouvert et là, il y avait ma petite fille. 16 ans, mince, les cheveux en désordre, un sac à dos sur l'épaule et un bleu sur le bras. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi et a pleuré. Pépé, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser, mon amour. Tu n'as rien fait de mal. J'aurais dû te défendre plus tôt. J'aurais dû dire quelque chose quand elle t'a mis dehors. Luna, tu n'as pas à me défendre. C'est moi l'adulte. Elle s'est écartée, m'a regardé avec ses yeux pleins de larmes. Mais elle n'a pas le droit, Pépé. Elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. J'ai hoché la tête. Je sais, mais c'est fini maintenant. Et tu es là, et c'est ce qui compte. Luna s'est assise à côté de moi, m'a regardé intensément. Pépé, tu sais quel a été le pire? J'ai secoué la tête. Le pire, ce n'est pas que maman t'ait mis dehors. C'est que je n'ai rien dit. J'étais dans ma chambre. J'ai tout entendu. Le dîner, les rires, ce qu'elle t'a dit. Et je ne suis pas descendu. Je ne t'ai pas défendu. Je suis juste resté en haut à pleurer, à me détester d'être une lâche. Je lui ai pris la main. Luna, non. Pépé, laisse-moi finir. Quand tu es parti, je suis descendu. J'ai demandé à maman où tu étais et elle a dit « Il est parti et il ne reviendra pas parce qu'il a enfin compris qu'on ne voulait plus de lui ici. » Et je lui ai dit « On ne veut plus de toi non plus, maman, mais personne n'a le courage de te le dire. » Et elle m'a frappé. Pour la première fois de ma vie, elle m'a frappé. Elle a pleuré et moi aussi. Luna a salué Léo. Il l'a accueilli avec un sourire. « Bienvenue, enfant. » Elle a souri timidement. Elle s'est assise sur le canapé. Je lui ai fait une tisane, je lui ai donné du pain. Elle a mangé lentement, puis le téléphone de Léo a de nouveau sonné. Cette fois, le nom sur l'écran était clair. Ariane. Léo m'a regardé. Je réponds? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, réponds. Léo a répondu, l'a mis sur haut-parleur. Et là, nous avons entendu la voix d'Ariane, criant, désespérée, furieuse. Où est ma fille? Léo? Si mon père l'a là-bas, je jure que j'appelle la police. Rends-la-moi tout de suite. Luna s'est crispée. J'ai posé une main sur son épaule, puis j'ai parlé calmement, fermement. Ariane, c'est moi.
Silence de l'autre côté, puis sa voix brisée, enragée. « Papa, rends-moi ma fille. Elle va bien, elle est avec moi, et elle reste ici jusqu'à ce que tu te calmes. Tu n'as pas le droit. Tu n'avais pas le droit de la frapper non plus. » Plus de silence. Et puis, d'une voix tremblante, « Elle te l'a dit. » « Oui, elle me l'a dit. Papa, je ne voulais pas. Si, tu voulais. Et tu l'as fait. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Quelles conséquences? Luna reste avec moi, du moins pour l'instant. Et toi, tu vas réfléchir à ce que tu as fait. À moi, à elle, à tout le monde. » J'ai raccroché. Ariane a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 5 autres fois. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé Luna. Elle me regardait avec ses yeux pleins de larmes. « Merci, Pépé. » J'ai hoché la tête, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose comme un but. Protéger ma petite fille, même de sa propre mère. Cette nuit-là, Luna a dormi sur le canapé. Léo lui a prêté des couvertures. Je suis resté éveillé, assis dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Je ne pouvais pas dormir. Je pensais à Ariane, à sa voix quand elle a appelé. Désespérée, furieuse, mais pas repentante, jamais repentante. À 3 heures du matin, le téléphone de Léo a de nouveau sonné. Il dormait. J'ai répondu. « Allô ?» Silence. Et puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. « Arthur. » C'était Irène, ma sœur, la plus jeune, 68 ans. Elle vivait dans une autre région. Depuis la mort d'Éléonore, nous nous parlions à peine. Irène. Dieu merci. Ariane m'a appelé. Elle a dit que tu t'étais enfui, que tu avais abandonné la maison, que tu étais sénile et dangereux. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas sénile, Irène. Je sais, c'est pour ça que j'appelle. Ariane dit des choses horribles. Elle dit que tu l'as maltraitée, que tu lui as volé de l'argent, que Luna est en danger avec toi. J'ai senti quelque chose exploser en moi. Quoi? Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais. Luna a bougé sur le canapé. J'ai baissé le ton, Irène. Elle m'a mis dehors. Elle m'a dit que j'étais son angoisse, que je devais partir, et je suis parti. Irène a soupiré de l'autre côté. Je sais, mon frère, je sais. C'est pour ça que j'appelle, parce que tu dois savoir ce qu'elle dit. Elle réécrit tout. Elle a appelé la moitié du monde. Les voisins, son travail. Elle a même appelé Daniel. Je me suis figé. Daniel? Oui. Elle lui a dit que tu étais devenu fou, que tu avais besoin d'une aide psychiatrique, que Luna t'avait manipulé. Je ne pouvais pas le croire, mais en même temps, si, parce que c'était Ariane. Quand les choses n'allaient pas dans son sens, elle changeait l'histoire. Irène, tu l'as cru. Il y a eu un long silence douloureux. Au début, oui, j'ai pensé mon frère est vieux, peut-être qu'il est vraiment confus, mais ensuite j'ai appelé Nathan, ton voisin. Il m'a tout raconté. Il m'a parlé du dîner, de ce qu'Ariane t'a dit, de comment tu es parti avec juste un sac. Et là, j'ai su. Ma nièce t'a mis dehors. Et maintenant, elle ment pour ne pas avoir l'air mauvaise. J'ai ressenti un soulagement. Au moins quelqu'un me croyait. Merci, Irène. Ne me remercie pas. J'aurais dû t'appeler plus tôt. J'aurais dû te demander comment tu allais. Mais j'étais fatigué aussi, malade. Et je pensais qu'Ariane s'occupait de toi. Elle ne s'occupait pas de moi, Irène. Elle me supportait jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Irène a pleuré. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Tu n'as pas à t'excuser. Personne n'a à s'excuser. J'ai juste besoin que tu saches la vérité. Je la connais. Et je vais le dire à tout le monde. Je vais appeler Ariane et lui dire que c'est une menteuse, que ce qu'elle a fait est mal. Non, Irène, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça ne fera qu'empirer les choses. Laisse-la. Laisse-la avoir ses mensonges. Je n'ai plus besoin que les gens me croient. J'ai juste besoin de paix. Irène a soupiré. D'accord. Mais mon frère, viens chez moi, s'il te plaît. Ne reste pas là-bas. Je suis bien ici, Irène. Léo s'occupe de moi. Il y a eu un silence, puis Irène a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Arthur. Daniel veut te parler aussi. Je suis resté sans voix. Daniel, mon frère cadet, 72 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans, depuis la mort de notre mère, depuis que nous nous étions disputés pour l'héritage. Il voulait vendre la maison. Je voulais la garder parce que je m'étais occupé de maman jusqu'à la fin. Nous nous sommes disputés. Il m'a dit des choses horribles. Tu as toujours été le préféré. Toujours toi.
Je n'existe pas pour cette famille. » Et il a raccroché, et n'a jamais rappelé, jusqu'à maintenant. « Je ne veux pas lui parler, ai-je dit. Arthur, il est malade. » J'ai senti un nœud froid dans mon estomac. « Quoi ?» ?»« Un cancer avancé. C'est pour ça qu'il veut te parler avant qu'il ne soit trop tard. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Daniel, malade, mourant comme Léo, comme Éléonore, comme tout le monde. « Arthur, donne-lui une chance, s'il te plaît. Irène, il m'a dit que j'avais ruiné sa vie, qu'à cause de moi, il n'avait jamais été heureux. Je sais. Et il le regrette. Il me l'a dit en pleurant. Je veux demander pardon à Arthur avant de mourir. S'il te plaît, mon frère, parle-lui. » J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. « D'accord, dis-lui de m'appeler. » Irène a soupiré de soulagement. « Merci. Merci, mon frère. Mais Irène, s'il vient avec des mensonges ou des manipulations, je raccroche. Il ne le fera pas. Je te le promets. » Nous avons raccroché. Je suis resté assis là, fixant le téléphone. Daniel, après 8 ans, que pouvait-il bien dire qui changerait quoi que ce soit? Le lendemain matin, pendant que nous déjeunions, quelqu'un est venu à la porte. Léo a ouvert. C'était une femme d'environ 38 ans, mince, le visage fatigué, les cheveux attachés. « Monsieur Martin. » Il a hoché la tête. « Je suis Sarah Giroux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Léo a froncé les sourcils. Et puis, il s'est souvenu. L'aide ménagère qui travaillait chez Ariane. Elle a hoché la tête. « Oui. » « Est-ce qu'il est là ?» Je me suis levé, je suis sorti de la cuisine. Je l'ai vu, et quelque chose s'est brisé en moi, parce que Sarah avait été bonne avec moi. Elle me traitait avec respect, elle m'écoutait, et Ariane l'avait renvoyée sans explication. Sarah. Elle m'a vu, et ses yeux se sont remplis de larmes. Monsieur Dubois, Dieu merci, elle est entrée, s'est assise, je lui ai servi un café, elle tremblait. Monsieur Dubois, j'ai essayé de vous trouver, j'ai appelé la maison. Ariane m'a bloqué, j'ai écrit à Luna. Elle m'a dit que vous étiez parti, et puis j'ai trouvé le numéro de Monsieur Martin sur un vieux papier que j'avais gardé. Léo a hoché la tête. Elle m'a appelé il y a 2 jours. Je lui ai dit qu'Arthur était ici. Sarah m'a regardé. Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des mois, mais j'avais peur. Je me suis crispé. Quoi? Elle a pris une profonde inspiration. Ariane m'a demandé de vous donner les mauvaises pilules, de mélanger les doses, de vous laisser dormir plus, de ne pas vous réveiller pour les repas. Elle disait, plus il dort, moins il dérange. J'ai eu l'impression qu'on m'avait jeté de l'eau glacée dessus. Quoi? Sarah a hoché la tête en pleurant. Je ne l'ai pas fait. Je jure que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça qu'elle m'a renvoyé, parce que j'ai refusé. Je lui ai dit, « Madame, c'est de la maltraitance. Je ne peux pas le faire. » Et elle m'a crié dessus, m'a dit que je ne savais rien, que son père était un manipulateur, que j'étais une idiote, et elle m'a renvoyé sans me payer les 2 dernières semaines. Léo a posé une main sur mon épaule. Je ne pouvais pas parler, pas respirer. Ariane ne m'avait pas seulement mis dehors, elle avait essayé de me sédater, de me garder endormi pour que je ne dérange pas, pour que je n'existe pas. Monsieur Dubois, j'ai gardé les messages. Si vous en avez besoin, je peux vous les montrer. Luna, qui avait tout entendu depuis le canapé, s'est levée, est venue vers moi, m'a serré dans ses bras. Pépé, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je l'ai serré fort. Ce n'est pas ta faute, mon amour. Rien de tout ça n'est de ta faute. Sarah a essuyé ses larmes. Il y a plus. Ariane vendait vos médicaments, ceux qui restaient. Elle les vendait sur Internet pour se faire un peu d'argent. Et elle cachait les relevés de compte. Vous avez une pension, monsieur Dubois, qui est versée tous les mois, mais elle ne vous la donnait jamais. Elle l'utilisait pour ses propres affaires. J'ai ressenti la rage, une rage pure. Pas pour l'argent, pour la trahison, pour les mensonges, pour le mépris. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Sarah m'a regardé intensément. Parce que quand j'ai su que Luna était ici, j'ai su que les choses allaient exploser. Et vous devez savoir à qui vous avez affaire.
Ariane ne va pas abandonner. Elle va venir et mentir. Elle va pleurer, elle va manipuler, mais elle ne changera pas. Parce qu'elle ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Elle croit que vous êtes le problème, et elle le croira toujours. Et à ce moment-là, avec Sarah en face de moi, avec Luna serrée contre moi, avec Léo à mes côtés, j'ai compris. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ma fille m'avait trahi d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer, et je ne pouvais plus lui pardonner, parce que pardonner à quelqu'un comme ça, ce serait me trahir moi-même. Sarah est restée 2 heures. Elle nous a montré les messages, les conversations avec Ariane, les ordres, les menaces. Si tu dis quoi que ce soit à mon père, je te poursuis en justice. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec un vieil homme à la maison. Fais ce que je te dis ou trouve un autre travail. J'ai lu chaque message et chacun était un poignard. Luna les a lus aussi et a pleuré. Maman, comment a-t-elle pu? Je n'avais pas de réponse parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment ma fille, la petite fille que j'avais tenue dans mes bras, que j'avais emmenée à l'école, que j'avais consolée quand elle pleurait, était devenue ça, quelqu'un capable de me faire du mal sans remords. Quand Sarah est partie, je suis resté assis sur le canapé. Luna était à mes côtés, Léo sur sa chaise. Aucun de nous ne parlait, jusqu'à ce que Luna dise « Pépé, il y a autre chose que tu dois savoir. » Je l'ai regardée. « Quoi ?» Elle s'est levée, est allée à son sac à dos et en a sorti un vieux cahier aux couvertures usées et aux pages jaunies. J'ai trouvé ça dans la chambre de maman. C'était caché au fond de son placard. Je crois que c'était à mamie. Elle me l'a tendu. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient. C'était le journal d'Éléonore. Je l'ai reconnu à l'écriture, à l'odeur de lavande, à son odeur à elle. « Tu l'as lu ?» ai-je demandé. Luna a secoué la tête. « Non, j'ai senti que je ne devais pas. Il est à toi. » J'ai ouvert le journal. Les premières pages dataient d'il y a des années, des décennies, des notes simples. Aujourd'hui, Arthur m'a offert des fleurs. Ariane a fait ses premiers pas. Nous sommes allés au cinéma. Nous avons ri. Des choses heureuses, des choses normales. Mais vers la fin, les entrées ont changé, sont devenues sombres, tristes. Ariane change. Elle ne sourit plus comme avant. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a crié dessus, m'a dit de ne pas me mêler de sa vie. Arthur ne le voit pas, mais moi si. Notre fille nous abandonne. J'ai tourné les pages et je suis arrivé à la dernière entrée, datée de 3 jours avant la mort d'Éléonore. Et ce que j'ai lu m'a brisé en deux. J'ai continué à lire. Une autre entrée 2 ans avant sa mort. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Arthur. Ariane n'est pas venue. Elle a appelé, a dit qu'elle devait travailler, mais j'ai entendu des rires en arrière-plan. Elle était dans un bar avec des amis et a choisi ça plutôt que d'être avec son père. Arthur a fait semblant de ne pas s'en soucier, mais je l'ai vu. J'ai vu comment la lumière s'est éteinte dans ses yeux quand il a raccroché et je n'ai pas su quoi dire. Parce que dit-on à un homme que sa propre fille a oublié? J'ai tourné une autre page. Ariane est venue aujourd'hui, mais pas pour nous voir, pour demander de l'argent encore une fois. Arthur lui a donné tout ce qu'il avait et elle n'a même pas dit merci, a juste pris l'enveloppe et est partie. Et je suis resté à penser, quand est-elle devenue comme ça? Était-ce de notre faute ou est-ce que certaines personnes naissent simplement sans savoir comment aimer? Aujourd'hui, Ariane est venue à l'hôpital. Pas pour me voir, mais pour demander combien de temps il me restait. Je lui ai dit « pas beaucoup, des semaines, peut-être des jours ». Et elle a soupiré. Pas de tristesse, de soulagement, comme quelqu'un qui se débarrasse d'un poids. Et puis elle a dit « et papa, est-ce qu'il s'en sortira tout seul ?» Je lui ai dit « ton père ne sera pas seul, il t'aura toi ». Elle a ri, un rire amer. « Maman, je ne peux pas m'occuper de papa. J'ai ma vie, mon travail, ma fille. Je ne peux pas. » J'ai dit « c'est ton père, Ariane. Il a besoin de toi. » Et elle m'a regardé intensément. « Maman, je ne l'ai pas choisi. Tu m'as choisi, mais je n'ai pas choisi ça. » Et elle est partie sans dire au revoir, sans me serrer dans ses bras. Et je suis resté là, dans ce lit d'hôpital, sachant « ma fille va rejeter son père et je ne peux rien faire pour l'en empêcher. »
J'ai fermé le journal. Mes mains tremblaient. Luna me regardait. Qu'est-ce qu'il dit? Pépé. Je ne pouvais pas parler, je lui ai juste tendu le journal. Elle a lu et a mis ses mains sur sa bouche. Non, ce n'est pas possible. Léo l'a lu aussi et a secoué la tête. Éléonore savait. J'ai hoché la tête. Oui, elle savait et elle ne pouvait rien faire. Luna a pleuré. Pépé, je suis désolé, je suis tellement désolé. Je l'ai serré dans mes bras. Ne t'excuse pas, mon amour. Tu n'es pas ta mère. Tu es différente. Elle s'est accrochée à moi. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Et je savais que c'était vrai, parce que Luna avait le cœur d'Éléonore, pas celui d'Ariane. J'ai continué à lire. Il y avait plus. Une note volante, écrite d'une main tremblante, comme si Éléonore pouvait à peine tenir le stylo. Arthur, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et c'est que quelque chose s'est mal passé, quelque chose que je craignais. Ariane t'a rejeté. Je le sais, je l'ai vu venir pendant des années. Je l'ai vu. La façon dont elle te regardait, la façon dont elle soupirait quand tu parlais, la façon dont elle évitait de te serrer dans ses bras. J'ai essayé de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre, mais elle n'écoutait pas. Et maintenant, mon amour, je te dis ceci, ne reviens pas. Si elle t'a mis dehors, ne reviens pas. Ne la supplie pas, ne t'humilie pas, parce qu'Ariane ne sait pas comment aimer, et tu mérites d'être aimé. Les larmes sont tombées sur le papier, faisant baver l'encre. Ta place n'est pas avec elle, ta place est là où l'on t'accueille à bras ouverts, là où tu n'as pas à t'excuser d'exister, là où tu n'es pas un fardeau. Trouve Léo, il a toujours été ton vrai frère, plus que Daniel, plus que n'importe qui. Trouve-le et reste avec lui, et vis. Arthur, vis sans culpabilité, sans honte, sans t'excuser de vieillir, parce que vieillir n'est pas un crime, c'est un privilège, et tu mérites de le vivre en paix. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, et où que je sois, je veillerai sur toi. Éléonore, j'ai fermé le journal, je l'ai pressé contre ma poitrine, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis sa mort, parce qu'Éléonore m'avait connu, m'avait compris, et m'avait donné la permission d'être heureux, sans Ariane. Luna m'a serré dans ses bras. Léo a posé une main sur mon épaule, et nous sommes restés comme ça, tous les trois, dans cette vieille maison, avec ce vieux journal, et ces vieilles vérités qui venaient enfin à la lumière. Au bout d'un moment, je me suis calmé, je me suis essuyé le visage, et j'ai dit « Éléonore avait raison, je ne reviendrai pas ». Luna a hoché la tête. « Tu n'as pas à revenir, Pépé. Tu peux rester ici avec moi, avec Monsieur Martin. » Léo a souri. « Cette maison est la tienne, Arthur, aussi longtemps que tu en auras besoin. » J'ai hoché la tête, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Ce n'était pas du bonheur, pas encore, mais c'était quelque chose. C'était la certitude que ça valait la peine de continuer, qu'Éléonore veillait sur moi, même depuis la mort. Cet après-midi-là, quelqu'un a frappé à la porte. Léo est allé ouvrir, et puis j'ai entendu une voix grave, rauque, familière. Est-ce qu'Arthur est là? Léo s'est tourné vers moi, m'a regardé comme pour me demander « Veux-tu voir cette personne ?» Je me suis levé, je suis allé à la porte, et là, il y avait Daniel, mon frère. 72 ans, mais il en paraissait 90. Mince, pâle, avec de profondes cernes sous les yeux, avec une canne, dans des vêtements trop grands pour lui. Et quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Arthur, je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé et j'ai attendu, parce que cette fois, ce n'était pas moi qui allais parler en premier. Cette fois, c'était à lui de faire le premier pas. Daniel a baissé les yeux. « Je peux entrer ?» Léo m'a regardé. J'ai hoché la tête. Daniel est entré. Il s'est assis sur le canapé. Je me suis assis en face de lui. Luna était dans la cuisine. Léo aussi, nous laissant de l'espace. Daniel m'a regardé et a dit « Je suis venu te demander pardon. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. » Il a continué. « Ce que je t'ai dit il y a 8 ans était mal. J'étais en colère. Plein de ressentiment, jaloux. Maman t'a toujours préféré et je ne m'en suis jamais remis. Mais ça ne justifie rien. Tu t'es occupé d'elle.
Tu t'es sacrifié et moi. Je voulais juste de l'argent. Sa voix s'est brisée, et maintenant je meurs, et je me rends compte que j'ai gâché 8 ans, des années que j'aurais pu passer avec toi, des années où j'aurais pu être ton frère. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était quelque chose. C'était de la compréhension, parce que Daniel était aussi seul, aussi effrayé, aussi en train de mourir sans personne pour s'occuper de lui. « Pourquoi es-tu là maintenant ?» ai-je demandé. Daniel m'a regardé. « Parce qu'Irène m'a dit ce qu'Ariane t'a fait, et je me suis vu en elle. La même colère, le même ressentiment, la même incapacité à aimer. Et je ne veux pas mourir en étant comme elle. Je ne veux pas mourir en te détestant. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Je ne te déteste pas, Daniel. Je ne t'ai jamais détesté. J'étais juste blessé que tu me laisses. » Il a hoché la tête. « Je sais. Et je suis désolé, vraiment. Je suis désolé. » Et à ce moment-là, dans cette maison, avec mon frère malade en face de moi, j'ai compris, le pardon n'efface pas la douleur, mais il permet d'avancer. Et j'étais fatigué de garder des rancunes. Daniel et moi sommes restés assis là, à nous regarder. Ça faisait 8 ans depuis la dernière fois. 8 ans de silence, de ressentiment, de mots qui n'avaient jamais été dits. Il avait l'air si malade, si fragile, si brisé. « Combien de temps il te reste ?» ai-je demandé. Il a baissé les yeux. 3 mois, peut-être moins. J'ai hoché la tête. Je suis désolé. Il a secoué la tête. Ne le sois pas, je le mérite, pour tout ce que je t'ai fait, pour tout ce que j'ai dit. Léo est apparu avec du café. Il nous a servi en silence. Luna était toujours dans la cuisine, écoutant. Daniel a pris une gorgée, puis a dit « Arthur, j'ai besoin que tu m'écoutes sans jugement. Écoute-moi juste. Quand maman est morte, j'étais furieux. Pas contre toi, contre la vie. Parce que je me suis occupé d'elle aussi. J'étais là aussi. Mais elle ne parlait que de toi. Arthur fait ci. Arthur est si bon. J'étais invisible. Et quand elle est morte et a laissé la maison à ton nom, j'ai eu l'impression d'être effacé à nouveau. Sa voix s'est brisée. Mais ce n'était pas ta faute. C'était la mienne de ne pas avoir su gérer mes propres démons. Et je t'ai fait du mal. J'ai dit des choses horribles, des choses que je ne pensais pas. Je l'ai regardé et j'ai vu de la sincérité, ou du moins ce qui ressemblait à de la sincérité. Et maintenant, que veux-tu maintenant ? Il a pris une profonde inspiration. Je veux que tu viennes vivre avec moi. J'ai une grande maison, 3 chambres, une infirmière. Tu peux amener Luna. On peut redevenir une famille. J'ai senti quelque chose s'agiter en moi. Famille, après 8 ans, après tout. Mais en même temps, Daniel était mon frère, mon sang, et il était en train de mourir. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé à nouveau. Il s'est essuyé les yeux. Parce qu'Ariane m'a appelé. Elle m'a dit que tu étais parti, que tu étais sénile, que Luna était en danger. Et moi, je l'ai cru. Mais ensuite j'ai appelé Irène, et elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit ce qu'Ariane t'avait fait, et je me suis vu en elle. La même cruauté, le même égoïsme. Et je ne veux pas mourir en étant comme elle. Je ne veux pas mourir en sachant que j'ai été tout aussi cruel avec toi. J'ai dégluti, parce que ces mots semblaient réels, ils semblaient honnêtes. Arthur, donne-moi une chance. Juste une. Laisse-moi me racheter. Laisse-moi m'occuper de toi. Luna est sortie de la cuisine, m'a lancé un regard qui disait « Pépé, ne lui fais pas confiance si vite. » Mais Daniel semblait sincère, il semblait repentant. « Je ne sais pas, Daniel. J'ai besoin de réfléchir. » Il a hoché la tête. « D'accord, prends ton temps, mais s'il te plaît, réfléchis-y. » Il s'est levé, a marché vers la porte, et puis, juste avant de partir, il s'est retourné. Oh, il y a encore une chose. Quelque chose dans son ton a changé. Il est devenu plus froid, plus calculé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis il l'a lâché. « J'ai besoin que tu me pardonnes officiellement, devant un notaire. Parce qu'il y a un héritage en suspens de maman, une propriété dans une autre région. Et si tu me pardonnes légalement, nous pourrons la partager. » Je me suis figé. Léo aussi. Luna a serré les poings. « Quoi ?» Ma voix est sortie basse, dangereuse. Daniel a levé les mains.
Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste. C'est juste une formalité légale. Nous devons tous les deux être d'accord pour vendre, et l'avocat dit que s'il y a une réconciliation documentée, le processus est plus rapide. Je l'ai fixé. Daniel, es-tu venu pour moi ou pour l'argent? Il s'est crispé. Je suis venu pour toi. L'argent, c'est juste. Juste une question en suspens. Non, ma voix était ferme. Tu es venu pour l'argent. Tout ça, le cancer, les excuses, la grande maison, c'était tout pour que je signe. Daniel est devenu pâle. Non, Arthur, je... Sors. Arthur, s'il te plaît. Sors, Daniel. Sors maintenant. Il m'a regardé, cherchant un signe qu'il pourrait me convaincre, mais il n'en a trouvé aucun, parce que j'avais appris. J'avais déjà vu cette pièce, avec Ariane, avec Gaël, avec tous ceux qui m'avaient utilisé puis jeté. Arthur, je suis désolé. Tu n'es pas désolé. Tu es juste désolé d'avoir perdu ta chance. Daniel a pincé les lèvres, et sans un mot de plus, il est parti. La porte s'est fermée, et je suis resté là ressentant un étrange mélange. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était du soulagement. Parce que cette fois, je n'étais pas tombé dans le panneau. Cette fois, j'avais vu le piège avant de mettre le pied dedans. Luna est venue vers moi. « Pépé, tu as bien fait. » J'ai hoché la tête. « Je sais, mon amour. Je sais. » Je me suis assis. Mes mains tremblaient, pas de peur, de colère, mais d'autre chose aussi, de la fierté, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à quelqu'un qui voulait m'utiliser. Éléonore me disait toujours « Arthur, tu es trop bon. » Et les gens le savent, et ils en profitent. Et je répondais « C'est ma famille, mon amour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et elle me regardait tristement. « Que tu te valorises, que tu saches que tu n'as pas à tout donner de toi pour qu'il t'aime. » J'ai fermé les yeux. J'ai appris, Éléonore. Ça m'a pris 79 ans, mais j'ai appris. Léo s'est approché. Cet homme ne changera jamais. Je sais, mais toi, tu as changé. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a souri. Il y a une semaine, tu aurais dit oui. Pour ne pas décevoir, pour ne pas avoir l'air mauvais, pour ne pas être seul. Mais maintenant, tu as dit non, parce que tu sais que tu mérites mieux. J'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine, parce qu'il avait raison. J'avais changé. Je n'étais plus l'homme qui se laissait humilier en silence. Je n'étais plus l'homme qui acceptait des miettes d'affection. Maintenant, j'étais quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui savait qu'être seul valait mieux qu'être mal accompagné. Et ça, cette simple certitude, me donnait de la force. Nous nous sommes assis. Luna a fait plus de café. Et pendant que nous buvions, nous avons entendu quelque chose dehors, un bruit, des moteurs, des sirènes. Nous nous sommes regardés. Léo a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est allé à la fenêtre et puis d'une voix tendue, il a dit « C'est la police ». Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ?» Luna a couru à la fenêtre. « Pépé, il y a 3 voitures de police. » Je me suis levé, je suis allé à la porte, je l'ai ouverte et elles étaient là. 3 voitures de police avec leurs gyrophares allumés. 6 policiers sont sortis. L'un d'eux, un homme d'environ 40 ans, avec un uniforme impeccable, a marché vers moi. « Arthur Dubois ?» J'ai hoché la tête, la gorge sèche. « C'est moi. » Il a sorti un carnet. « Nous avons un signalement d'enlèvement de mineurs. Luna Dubois-Ferrer. Est-elle ici ?» J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Enlèvement. L'officier a hoché la tête. « Votre fille, Ariane Dubois, a déposé une plainte officielle. Elle allègue que vous avez retiré la mineure du domicile sans son consentement, que vous la retenez contre sa volonté. » Luna est sortie, les yeux pleins de larmes. « C'est un mensonge. Je me suis enfui. Mon pépé ne m'a pas enlevé. » L'officier l'a regardé. « Mademoiselle, êtes-vous Luna Dubois ?» Elle a hoché la tête. « Oui. Êtes-vous ici de votre plein gré ?»« Oui. Ma mère m'a frappé, elle m'a humilié, et j'ai décidé de partir. » L'officier a pris une note à regarder son partenaire. « Nous devons vous parler, monsieur Dubois, et à la mineure. Vous devrez venir au commissariat pour faire une déposition. » Léo est sorti.
Monsieur l'agent, cet homme n'a enlevé personne. La fille est arrivée d'elle-même. Je suis témoin. L'officier l'a regardé. Et vous êtes Léo Martin, propriétaire de cette maison. L'officier a hoché la tête. Vous devrez aussi faire une déposition. Luna m'a attrapé le bras. Pépé, ne les laisse pas me ramener chez elle. Je l'ai serré dans mes bras. Je ne les laisserai pas, mon amour. Mais juste à ce moment-là, j'ai vu une voiture s'arrêter derrière les voitures de police. C'était Ariane. Elle est sortie de la voiture, débraillée, les yeux rouges, portant des vêtements froissés. Elle a marché vers nous et quand elle m'a vu, elle a crié « Le voilà ! C'est l'homme qui a volé ma fille !» L'officier a levé une main. « Madame, calmez-vous !» Mais Ariane ne s'est pas calmée. Elle a continué à crier. « Il est sénile, il est dangereux, rendez-moi ma fille !» Luna s'est cachée derrière moi, tremblante. L'officier m'a regardé. « Monsieur Dubois, vous allez devoir venir avec nous. » J'ai hoché la tête. « D'accord, mais Luna vient avec moi. Je ne la laisse pas avec elle. » Ariane s'est avancée. « Luna est ma fille, pas la tienne. » L'officier s'est interposé. « Madame, tout le monde ira au commissariat, ça sera réglé là-bas. » Ariane m'a regardé avec haine, une haine pure. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma fille ne m'avait pas seulement mis dehors, n'avait pas seulement menti à mon sujet, maintenant elle m'accusait d'un crime pour reprendre le contrôle, pour gagner, pour me faire revenir en rampant. Mais cette fois, ça n'allait pas marcher. Parce que cette fois, j'avais des témoins. J'avais Luna, j'avais Léo, et j'avais la vérité. Et la vérité, pour la première fois de ma vie, était de mon côté. Ils nous ont mis dans les voitures de police. Moi dans une, Luna dans une autre, Ariane dans une troisième. Léo a demandé à monter avec moi. L'officier a accepté. Pendant le trajet, personne n'a parlé. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé la ville passer et j'ai pensé, comment en sommes-nous arrivés là? Comment une famille peut-elle se détruire si complètement? Nous sommes arrivés au commissariat. C'était un vieil immeuble aux murs écaillés et à l'odeur d'humidité. Ils nous ont fait entrer. J'ai été emmené dans une pièce, Luna dans une autre, Ariane dans une autre. Un inspecteur est entré, un homme d'environ 50 ans avec un visage fatigué et une cravate desserrée. « Monsieur Dubois, racontez-moi ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Depuis le dîner, depuis la phrase, depuis mon départ, depuis l'arrivée de Luna. L'inspecteur prenait des notes sans juger, sans interrompre. Quand j'ai fini, il a dit « Vous avez des témoins ?» « Oui. » Léo, Sarah, l'ancienne aide ménagère, Paul, le chauffeur de bus, Béatrice, la boulangère. Il a hoché la tête. Nous les appellerons. En attendant, restez ici. Il est parti. J'étais seul dans cette pièce froide, avec une table en métal et 2 chaises. Les murs étaient gris. Il y avait une petite fenêtre avec des barreaux. Et pour la première fois, je me suis senti comme un criminel, comme quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, mais je n'avais rien fait. Je n'avais fait que protéger ma petite fille. Je n'avais fait que dire la vérité, et pour ça, j'étais traité comme un délinquant. 2 heures ont passé, ou peut-être plus, je ne sais pas. J'ai perdu la notion du temps jusqu'à ce que l'inspecteur revienne avec un dossier. Il s'est assis en face de moi. « Monsieur Dubois, j'ai parlé avec la mineure, avec votre ami Léo, et j'ai appelé Sarah Giroux. » Il a ouvert le dossier. Ils disent tous la même chose, que vous n'avez enlevé personne, que la mineure s'est enfuie de son plein gré, qu'il y a des preuves de maltraitance psychologique de la part de la mère. J'ai ressenti un soulagement. « Alors, je peux partir ?» Il a levé une main. « Pas si vite. J'ai aussi parlé avec votre fille. Elle dit que vous êtes sénile, que vous avez des problèmes de mémoire, que vous êtes un danger pour la mineure. » J'ai serré les poings. « C'est un mensonge. » L'inspecteur m'a regardé intensément. « Je sais. Parce que j'ai aussi vérifié votre dossier médical. Avec votre permission, j'ai appelé votre ancien médecin, le docteur Renaud. Il dit que vous êtes parfaitement lucide, qu'il n'y a aucun signe de démence ou de déclin cognitif. En fait, il m'a dit que votre fille a annulé plusieurs de vos rendez-vous sans justification. » J'ai de nouveau soupiré de soulagement. « Alors, monsieur Dubois,
Il n'y a pas d'affaire d'enlèvement, mais il y a une mineure qui ne veut pas retourner chez sa mère. Et ça, c'est un problème. J'ai dégluti. Qu'est-ce qui va arriver à Luna? L'inspecteur a fermé le dossier. Un juge décidera de ça. Nous vous convoquerons tous les deux à une audience. En attendant, Luna peut rester avec vous, mais sous la supervision des services sociaux. Les services sociaux? Il a hoché la tête. Une assistante sociale visitera le domicile où Luna séjourne, évaluera les conditions et rédigera un rapport. Le juge le lira et décidera. J'ai hoché la tête. D'accord. Je ferai tout ce qu'il faut. L'inspecteur s'est levé. Vous pouvez partir, mais ne quittez pas la ville et gardez Luna en sécurité. Je me suis levé, je suis sorti de la pièce, et là, il y avait Luna assise sur un banc avec Léo à côté d'elle. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi, m'a serré dans ses bras. « Pépé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu peux rester avec moi pour l'instant. » Elle a pleuré de soulagement. « Merci, Pépé. Merci. » Je l'ai serré fort et j'ai regardé au bout du couloir. Ariane était là, me regardant, les yeux pleins de larmes, mais pas de tristesse, de rage, de défaite. Nous sommes sortis du commissariat. Il faisait nuit. L'air était froid. Léo a appelé un taxi. Nous sommes retournés à Bellevue en silence. Quand nous sommes arrivés, Léo a fait de la tisane. Luna s'est assise sur le canapé. Je me suis assis à côté d'elle. Et là, pour la première fois depuis des heures, j'ai respiré. « Pépé, tu penses que le juge me laissera rester avec toi ?» a demandé Luna. Je l'ai regardée. « Je ne sais pas, mon amour, mais je vais me battre. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. » Elle a hoché la tête. « Je vais me battre aussi. » Léo s'est assis avec nous. « Vous deux, vous vous en sortirez. Je m'en assurerai. » Et à ce moment-là, dans cette maison modeste, avec ces gens loyaux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une famille. Le lendemain, je me suis levé tôt. J'avais des choses à faire, des choses que je ne pouvais pas remettre à plus tard. Je suis allé à la banque. Avec l'aide de Béatrice, qui est venue avec moi, j'ai réussi à transférer ma pension sur un nouveau compte à mon nom. Ariane n'y aurait plus accès. L'employé de la banque m'a regardé avec compassion. « Monsieur Dubois, votre fille a essayé de bloquer ce virement. Je l'ai regardé. »« Quand ?»« Hier. Elle a appelé en disant que vous n'aviez pas toute votre tête, mais nous avons besoin d'une ordonnance du tribunal pour bloquer un compte. Et elle n'en a pas. » J'ai hoché la tête. « Merci. » J'ai quitté la banque en me sentant plus fort, plus en contrôle de ma propre vie. Pour la première fois depuis des années, j'avais le contrôle de mon argent. J'avais le contrôle de mes décisions. Cet après-midi-là, une infirmière du centre de santé communautaire est venue nous rendre visite. Léo l'avait appelée. « Monsieur Dubois, j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai hoché la tête. Oui, c'était compliqué, elle s'est assise. Vous avez besoin d'un avocat, quelqu'un pour vous représenter à l'audience. J'en connais un, il s'appelle Stéphane Lorca. Il est bon et ne facture pas très cher. Je l'ai remercié. Elle m'a donné le numéro. J'ai appelé le même après-midi. Stéphane est venu le lendemain. C'était un homme d'environ 60 ans, avec des lunettes épaisses et une vieille mallette. Mais il parlait avec confiance, avec connaissance. « Monsieur Dubois, votre cas est solide. Vous avez des témoins. Vous avez des preuves, et vous avez une mineure qui ne veut clairement pas retourner chez sa mère. Nous pouvons gagner. J'ai senti de l'espoir, un véritable espoir. Les jours suivants ont été intenses. Stéphane a recueilli des dépositions. Sarah a témoigné. Paul a témoigné. Béatrice a témoigné. Même Nathan, le voisin ancien militaire, a témoigné. Ils ont tous dit la même chose. Ariane m'avait mis dehors, m'avait humilié, et Luna s'était enfuie de son plein gré. Pendant ce temps, Luna et moi nous sommes installés chez Léo. Elle dormait dans la chambre du fond, moi sur le canapé. Léo insistait pour me donner son lit, mais je n'acceptais pas. « Tu es malade, tu as besoin de te reposer. » Il souriait. « Et toi aussi. Mais tu es plus têtu que moi. » Nous rions, et au milieu du chaos, nous trouvions la paix. Des petits moments de paix qui nous faisaient tenir.
Luna a commencé à aider Béatrice à la boulangerie quelques heures le matin. Béatrice la payait un peu et Luna économisait. Pour quand je devrais aller à l'université, disait-elle. Je la regardais avec fierté, parce que ma petite fille était forte, elle était résiliente, elle était tout ce que sa mère n'était pas. Moi, de mon côté, j'ai commencé à donner des cours bénévoles au centre communautaire, de l'histoire pour les personnes âgées. Aimé, le voisin aveugle que Léo m'a présenté, a été mon premier élève. Monsieur Dubois, je veux apprendre. Même si je ne peux pas voir, je peux écouter. Et il écoutait attentivement, avec une soif de savoir, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. J'étais encore utile, je comptais encore, je pouvais encore donner quelque chose au monde. Marthe, la voisine acariâtre, est passée un jour avec des boîtes de nourriture. Pour vous et la petite, ne les gaspillez pas. Luna l'a remerciée. Merci, Madame Marthe. La femme a hoché la tête et avant de partir, elle m'a regardé. Vous avez ressuscité, Monsieur Dubois. Ça se voit. Et elle est partie. Fulgence est venue un autre jour. Monsieur Dubois, on joue au domino samedi. Vous venez? J'ai hoché la tête. Je serai là. Et j'y suis allé et j'ai joué et j'ai perdu. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que j'étais en vie, parce que j'étais entouré de gens qui se souciaient de moi, parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas un fardeau. J'étais Monsieur Dubois, le professeur, l'ami, le grand-père. Et ça, cette simple affirmation de mon existence m'a redonné l'envie de vivre, l'envie de me battre, l'envie de gagner. 3 semaines ont passé, 3 semaines de préparation, de nerfs, de peur. L'audience était prévue pour un mardi à 10 heures. Stéphane, mon avocat, est venu la veille au soir. Monsieur Dubois, demain ça va être dur. Ariane a un avocat aussi, et ils vont vous attaquer. Ils diront que vous êtes vieux, que vous ne pouvez pas vous occuper d'une adolescente, que Luna a besoin de sa mère. Je l'ai regardé. Et nous, qu'allons-nous dire? Il a souri. La vérité, que Luna est mieux avec vous, qu'elle a de la stabilité, qu'elle a de l'amour, et que sa mère l'a maltraitée. J'ai hoché la tête. Mais la peur était toujours là. Parce que la vérité ne gagne pas toujours. Parfois, le système protège ceux qui ne le méritent pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. Et si la juge ne me croyait pas? Et si elle décidait que Luna devait retourner avec Ariane? Et si on m'enlevait ma petite fille? Luna n'a pas dormi non plus. Je l'ai entendu se lever plusieurs fois, aller aux toilettes, revenir. À 6 heures du matin, je me suis levé, je suis allé à la cuisine. Elle était déjà là, assise à la table, les mains crispées sur une tasse vide. « Tu n'as pas pu dormir ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « J'ai peur, Pépé. » Je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai pris la main. Moi aussi. Mais on va s'en sortir. Quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Nous sommes arrivés au tribunal à 9 heures. Stéphane nous attendait à l'entrée. Prêt? J'ai hoché la tête. Luna aussi. Nous sommes entrés. C'était un bâtiment froid avec de longs couloirs et une odeur de vieux papier. Nous nous sommes assis dans une salle d'attente. Et là, je l'ai vue. Ariane. Elle était assise de l'autre côté avec son avocat, un jeune homme en costume cher, au visage arrogant. Ariane m'a regardé et je l'ai regardée. Elle avait l'air différente, plus mince, avec de profondes cernes, les cheveux ternes. Mais ses yeux avaient toujours cette dureté, cette froideur, cette incapacité à accepter qu'elle avait tort. Luna a serré ma main. « Ne la regarde pas, Pépé. » Je n'ai pas peur de la regarder, mon amour. Ils ont appelé nos noms. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge était une femme d'environ 55 ans avec des lunettes et une expression sérieuse. « Bonjour, je suis la juge Hélène Vidal. Nous sommes ici pour résoudre la question de la garde provisoire de la mineure, Luna Dubois-Ferrer. Madame Dubois, vous avez la parole. L'avocat d'Ariane s'est levé. Madame la juge, ma cliente est une mère responsable et travailleuse qui s'est occupée de sa fille pendant 16 ans.
Monsieur Dubois, avec tout le respect que je lui dois, est un homme de 79 ans. Il n'a ni les ressources, ni l'énergie pour s'occuper d'une adolescente. De plus, il a retiré la mineure du domicile sans le consentement de la mère. Cela constitue un enlèvement. Stéphane s'est levé. Objection, Madame la juge. Il n'y a pas eu d'enlèvement. La mineure s'est enfuie de son plein gré. Nous avons des dépositions qui le prouvent. De plus, il y a des preuves de maltraitance psychologique et physique de la part de la mère. L'avocat d'Ariane a souri. Maltraitance? Madame Dubois n'a jamais frappé sa fille. Il y a eu une dispute normale entre une mère et sa fille adolescente, rien de plus. Luna s'est crispée à côté de moi. Stéphane a regardé la juge. Madame la juge, la mineure a un bleu sur le bras, documenté par les services sociaux, et il y a des témoins qui confirment la maltraitance psychologique. La juge a pris une note. Continuons. Monsieur Dubois, souhaitez-vous dire quelque chose? Je me suis levé, les jambes tremblantes. Oui, Madame la juge, je n'ai pas volé ma petite fille. Elle est venue à moi parce qu'elle n'avait nulle part où aller, parce que sa mère l'a frappée, parce que sa mère m'a mis dehors de la maison sans raison. Je veux juste m'occuper d'elle, lui donner un foyer, lui donner de l'amour. Je sais que je suis vieux, je sais que je ne suis pas parfait, mais je l'aime, et elle m'aime, et ça doit compter pour quelque chose. Je me suis rassis, la juge m'a regardé. Monsieur Dubois, avez-vous un logement stable? Oui, chez mon ami Léo. Et avez-vous des revenus? Oui, ma pension, et je travaille à la boulangerie du quartier. La juge a pris une note. Et vous, Luna, que voulez-vous? Luna s'est levée, les larmes aux yeux. Je veux rester avec mon pépé. Ma mère ne m'aime pas. Elle ne m'a que parce qu'elle a honte que les gens sachent que je suis parti. L'avocat d'Ariane s'est levé. Madame la juge, la mineure est manipulée. Il est évident que le grand-père lui a mis des idées en tête. Luna l'a regardé avec rage. Personne ne m'a manipulé. Ma mère m'a frappé. Ma mère a mis mon pépé dehors. J'ai tout vu. La juge a levé la main. Ordre. Luna, asseyez-vous. Luna s'est assise, tremblante. J'ai posé une main sur son épaule. La juge a regardé ses papiers. J'ai ici le rapport des services sociaux. Il dit que la mineure est en bonne condition au domicile de Monsieur Dubois, qu'elle a une stabilité émotionnelle, qu'elle va à l'école et ne montre aucun signe d'être en danger. L'avocat d'Ariane s'est crispé. Mais Madame la juge, c'est temporaire. Un homme de son âge ne peut pas. Un homme de son âge, a interrompu la juge, a mieux pris soin de cet enfant que sa propre mère ces dernières semaines. C'est ce que dit le rapport. J'ai senti une lueur d'espoir. La juge a appelé Béatrice. Elle est entrée nerveusement. Elle s'est assise. Madame Vérénice, vous connaissez Monsieur Dubois, n'est-ce pas? Oui, Madame la juge, depuis 40 ans. Alors, comment le décririez-vous? Béatrice m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Monsieur Dubois est... C'est une de ces personnes qu'on ne trouve plus. Honnête, travailleur, généreux. Quand mon mari est mort, il a été le seul à venir à la veillée et à apporter de la nourriture pour que je n'aie pas à cuisiner. Et quand j'ai ouvert la boulangerie, il m'a prêté de l'argent sans intérêt, sans papier, juste par confiance. La juge a pris une note. Et avec Luna. Comment est-il avec Luna? Il est un vrai grand-père. Pas un de ceux qui donnent de l'argent et s'en vont. Il l'écoute, la respecte, la traite comme une personne. Et Luna l'adore. Ça se voit. Béatrice s'est essuyé les yeux. Si quelqu'un mérite de s'occuper de cet enfant, c'est bien lui. Puis la juge a continué. Cependant, la loi est claire. La garde appartient aux parents, sauf s'il existe des preuves irréfutables de maltraitance grave. Et ici, bien qu'il y ait de la maltraitance psychologique, il n'y en a pas assez pour retirer définitivement la garde. J'ai senti mon cœur se déchirer. Mais Madame la juge, elle a levé une main. Laissez-moi finir. J'ordonne une expertise psychologique des deux, la mère et le grand-père, et une évaluation de la mineure. Cela prendra 2 mois. En attendant, la garde provisoire reste à Monsieur Dubois. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais seulement un petit, parce que 2 mois,
ce n'était pas pour toujours. 2 mois, c'était juste un sursis. L'avocat d'Ariane a protesté. Madame la juge, c'est injuste. Ma cliente a le droit de voir sa fille. La juge a hoché la tête, et elle le fera. J'ordonne des visites supervisées, 1 fois par semaine, dans un lieu neutre. Les services sociaux coordonneront. Ariane s'est levée. Non, je veux récupérer ma fille. La juge l'a regardée sévèrement. Madame Dubois, votre fille ne veut pas retourner avec vous, et je dois tenir compte de son opinion. Asseyez-vous. Ariane s'est assise, le visage rouge, les poings serrés, et j'ai su. Ce n'était pas fini, ce n'était que le début. Nous avons quitté le tribunal, Luna m'a serré dans ses bras. Pépé, on a gagné. On n'a pas gagné, mon amour, on a juste acheté plus de temps. Stéphane a hoché la tête. Monsieur Dubois a raison, cela va continuer. Ariane n'abandonnera pas. Mais nous avons un avantage. La vérité est de notre côté. Cet après-midi-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Léo attendait avec du café. Comment ça s'est passé? Bien, plus ou moins, je lui ai tout raconté. Il a hoché la tête. 2 mois, c'est assez de temps pour se préparer, pour rassembler plus de preuves, pour montrer que Luna est mieux ici. Et cette nuit-là, pendant que Luna dormait, je suis resté éveillé, pensant, planifiant, parce que je savais que la prochaine audience serait la dernière, et je ne pouvais pas la perdre. Je n'allais pas perdre Luna, pas après tout ce que nous avions traversé. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ariane a commencé à venir aux visites supervisées, mais pas pour voir Luna, pour m'attaquer. « Papa, c'est ridicule. Rends-moi ma fille. Ce n'est pas ma décision, Ariane. C'est la décision du juge. Tu l'as manipulée. Tu lui as mis des idées en tête. Non, tu l'as blessée et elle a décidé de partir. Les visites étaient tendues. Douloureuse. Luna parlait à peine à sa mère, et Ariane, au lieu d'essayer de renouer le contact, n'accusait, n'attaquait que. Et à chaque visite, l'assistante sociale prenait des notes, et je savais que ces notes m'aideraient parce qu'elles montraient qui était vraiment Ariane et qui j'étais. Et à la fin, quand l'audience finale arriverait, la vérité parlerait plus fort que les mensonges. 2 mois plus tard, nous sommes retournés au tribunal, cette fois avec plus de preuves, plus de témoins, plus d'espoir. La juge Hélène Vidal est entrée, nous nous sommes tous levés. Elle s'est assise, a ouvert un dossier. J'ai examiné les expertises psychologiques, l'évaluation de la mineure et les rapports des visites supervisées. Elle a regardé Ariane. Madame Dubois, l'expertise montre que vous avez des niveaux élevés de stress, d'anxiété et des difficultés à gérer vos émotions. Elle montre aussi un manque d'empathie envers votre fille. L'avocat d'Ariane s'est levé. Madame la juge, ma cliente a été soumise à beaucoup de pression. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille. La juge l'a regardé. Asseyez-vous, monsieur Dubois. Votre expertise montre que vous êtes en pleine capacité mentale, qu'il n'y a aucun signe de démence, que vous avez une stabilité émotionnelle et que vous avez un lien fort avec votre petite fille. J'ai ressenti un soulagement, mais la juge a continué. Cependant, il y a une préoccupation, votre âge et votre santé. Le rapport médical indique que vous avez une tension artérielle élevée, que vous avez besoin de médicaments constants et que statistiquement, à votre âge, les complications de santé sont courantes. J'ai senti une boule dans ma gorge. Madame la juge, je prends soin de moi, je prends mes médicaments et j'ai du soutien. Léo, mon ami, Béatrice, Sarah, ils m'aident tous. La juge a hoché la tête. Je sais, mais la loi m'oblige à considérer le bien-être à long terme de la mineure. L'avocat d'Ariane a souri, comme s'il savait qu'il avait déjà gagné. Madame la juge, c'est clair. La mineure doit retourner chez sa mère. C'est naturel, c'est juste. Stéphane s'est levé. Madame la juge, avec tout le respect que je vous dois, ce qui est naturel n'est pas toujours ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui protège la mineure, et la mineure est en danger avec sa mère. La juge a levé la main. Vous avez tous les deux des points valables. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas considéré. Elle nous a tous regardés. L'opinion de Luna. Elle s'est tournée vers ma petite fille.
Luna, vous avez 16 ans. Vous êtes assez âgée pour que votre opinion ait un poids légal. Que voulez-vous? Luna s'est levée, les jambes tremblantes, mais sa voix était ferme. Je veux rester avec mon pépé. Je sais qu'il est vieux, je sais qu'il pourrait tomber malade. Mais il prend soin de moi, il m'écoute, il me respecte. Ma mère ne me voit que comme un fardeau, comme quelque chose qu'elle doit supporter. Je ne veux pas vivre comme ça. Je préfère être avec quelqu'un qui m'aime vraiment, même si c'est pour peu de temps, qu'avec quelqu'un qui ne m'a que par obligation. Ces mots ont résonné dans la salle d'audience. La juge a pris une note. Ariane s'est levée. Luna, ce n'est pas vrai. Je t'aime. Luna l'a regardée avec des larmes dans les yeux. Non, maman, tu ne m'aimes pas. Et je n'ai plus besoin de toi. Ariane est devenue pâle. Elle s'est assise comme si elle avait été frappée. La juge a fermé le dossier. J'ai pris une décision. Mais d'abord, je veux dire quelque chose. Elle nous a tous regardés. Cette affaire m'a fait réfléchir à ce que signifie être une famille, à ce que signifie prendre soin et à ce que signifie aimer. Elle a fait une pause. Madame Dubois a un droit légal sur sa fille. C'est indiscutable. Mais un droit légal ne correspond pas toujours au bien-être émotionnel. J'ai senti mon cœur battre la chamade. J'ai décidé d'accorder la garde légale à monsieur Arthur Dubois, avec une supervision des services sociaux tous les 3 mois. Madame Dubois aura des droits de visite, mais seulement si la mineure est d'accord. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. Avais-je bien entendu? Luna m'a attrapé le bras. « Pépé, on a gagné !» La juge a continué. Cependant, étant donné l'âge de monsieur Dubois, j'ordonne qu'un tuteur subsidiaire soit nommé, quelqu'un qui pourra prendre en charge Luna au cas où monsieur Dubois ne le pourrait plus. Y a-t-il quelqu'un? Stéphane s'est levé. Madame la juge, Sarah Giroux, l'ancienne aide ménagère de monsieur Dubois, a exprimé sa volonté d'être la tutrice subsidiaire. La juge a hoché la tête. Parfait. Faites-la contacter pour les formalités légales. Elle a frappé avec son maillet. Séance levée. Et à ce moment-là, tout a explosé. Luna a pleuré. J'ai pleuré. Stéphane a souri. Et Ariane. Ariane s'est levée et est sortie sans un mot, sans se retourner. Nous avons quitté le tribunal. Le soleil brillait, l'air était frais, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La victoire. Pas une victoire sur Ariane, mais une victoire sur la peur, sur la solitude, sur le sentiment que je ne valais rien. Luna m'a serré dans ses bras. Merci Pépé. Merci de t'être battu pour moi. Je l'ai serré fort. Je me battrai toujours pour toi, mon amour. Toujours. Stéphane nous a félicités. Monsieur Dubois, vous avez marqué l'histoire. Peu de grands-pères gagnent des affaires comme celle-ci. J'ai souri. Je n'ai pas gagné. La vérité a gagné. Et nous sommes rentrés à la maison. À Bellevue, dans ce vieux quartier où j'étais né une seconde fois. 6 mois plus tard, la vie s'est installée. Luna a changé d'école. Maintenant, elle allait dans une école près de Bellevue. Elle s'est fait des amis, riait plus, dormait mieux. Léo se battait toujours contre son cancer. Certains jours étaient meilleurs, d'autres pires, mais il souriait toujours. Arthur, si je meurs demain, je mourrai heureux, parce que je t'ai ici, et c'est plus que ce que j'aurais jamais espéré. J'ai souri aussi, parce que je savais que c'était vrai. Fulgence continuait de nous inviter à jouer au domino. Monsieur Dubois, vous avez gagné 3 fois déjà. Vous devez tricher. J'ai ri. Je ne triche pas. Je suis juste bon. Béatrice continuait de me donner du travail à la boulangerie. Monsieur Dubois, j'ai besoin d'aide pour l'inventaire demain. Je serai là, Béatrice. Marthe continuait d'apporter des boîtes de nourriture. Pour vous, pour la petite et pour Léo. Ne les gaspillez pas. Aimé, le voisin aveugle, continuait de venir à mes cours d'histoire. Monsieur Dubois, parlez-moi de la Révolution mexicaine. Et je la racontais avec passion, avec vie, parce qu'enseigner me faisait me sentir utile, me faisait me sentir vivant. Irène nous rendait visite tous les mois, apportant de la nourriture, des remèdes, de l'affection. Mon frère, je suis si heureuse de te voir comme ça. Et j'étais heureux aussi parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas un fardeau. J'étais nécessaire. Je comptais.
et ça changeait tout. Un après-midi, j'étais assis sur le perron. Luna a apporté du café. Pépé, à quoi tu penses? Je l'ai regardé, à ta grand-mère, à ce qu'elle m'a dit dans son journal. L'amour n'est pas le sang, c'est un choix. Luna a souri, elle avait raison. J'ai hoché la tête. Oui, il m'a fallu 79 ans pour le comprendre, mais maintenant je comprends. Léo est sorti avec le journal, s'est assis à côté de moi. De quoi parlez-vous tous les deux? D'amour, de famille, de choix. Il a souri, de bonnes conversations. Béatrice est passée dans la rue. Monsieur Dubois, demain à 7 heures. J'ai levé la main. Je serai là. Et à ce moment-là, en regardant Luna, Léo, Béatrice, ce quartier qui m'avait accueilli à bras ouverts, j'ai compris quelque chose. J'avais gagné. Pas contre Ariane, mais contre l'abandon, contre la solitude, contre l'idée que vieillir signifiait disparaître. Et si vous, qui écoutez mon histoire, vous êtes déjà senti jetable, si on vous a déjà dit que vous étiez un fardeau, si vous avez déjà été rejeté par ceux qui prétendèrent vous aimer, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. J'ai vécu ça aussi, et j'ai survécu. Pas parce que j'étais fort, mais parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont choisi, des gens qui m'ont vu, des gens qui m'ont aimé, sans me demander de m'excuser d'exister. Et vous pouvez trouver ces gens aussi, cette famille choisie, cet endroit où vous comptez. N'abandonnez pas, ne vous taisez pas, ne vous laissez pas effacer, parce que vous valez la peine, même si personne ne vous le dit, même si personne ne vous le montre, vous valez la peine. Avez-vous déjà été rejeté par ceux qui prétendaient vous aimer? Dites-le-moi ci-dessous. Vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-moi un j'aime et abonnez-vous. Chaque jour, je partage des histoires qui pourraient être les vôtres. Merci d'être arrivé jusqu'ici, vraiment. On se retrouve dans la prochaine histoire. Me.